Engel. Oh shit, it's time for the featuring podcast, bro. Hey, c'est Driver. Bienvenue sur le podcast featuring dans lequel je recevrai un invité spécial à chaque épisode. Rappeur, producteur, DJ, beatmaker, homme de l'ombre. Une vraie conversation d'1 heure remplie d'anecdotes comme tu les aimes. Et ça, je te le garantis. C'est clean. Featuring your favorite rapper's favorite podcast. Bienvenue dans Featuring le podcast Featuring parce qu'on est toujours en featuring avec quelqu'un et aujourd'hui nous sommes en featuring avec le légendaire, the one and only DJ Fab. Comment vas-tu, Fab? Bien, très bien, t'inquiète, légendaire. Aïe, il a sorti sa voix de velours. Non, c'est beau. Comment tu vas, mon driver? Écoute, en pleine forme, je suis content de te recevoir. Depuis le temps. Voilà, on va pouvoir bien parler de tout ce que tu as fait et de tout ce que tu fais. Ouais. Nous, ce qui nous intéresse, c'est ton parcours. Ici, on est friand d'anecdotes. Je sais. Voilà, tu dois faire marcher ta mémoire et nous raconter. On veut savoir. Voilà. Ici, on commence par le commencement. Et le commencement ici, c'est le moment où tu rencontres la musique et notamment le hip-hop. Et j'ai une question que je pose en même temps que je demande la rencontre avec cette musique. C'est les différentes disciplines du hip-hop que tu as exercées. Parce que souvent, on a des surprises. Toi, tu es DJ, mais peut-être que tu as été breaker, rappeur, tout ça, on sait pas. On veut savoir. Tu viens de répondre à tes questions, là. Tu as rappé? Non, pas rappé, mais j'étais danseur. Ouais, ça, tout le monde a dansé, en vrai. J'ai breaké avec Dan de Ticaret. Ok. On était, avant même, je breakais avec une équipe des anciens de Buffalo, les Black Panthers, le Grand Domi, et puis après, il y a eu Dan que j'ai rencontré dans mes périples voyages que j'ai fait, parce que j'étais un peu globe-trotter quand j'étais plus jeune, et je suis parti en Espagne un jour. Là, on est dans quelle période? Là, on est dans 88, 89, avant Ticaret. Ok. Vraiment avant Ticaret, parce que Dan n'avait pas encore sa boutique. Ok. Big up à lui, parce qu'il sait, on n'avait qu'une vraie histoire. Et je me retrouve en Espagne, va savoir pourquoi. Enfin, je savais pourquoi j'y allais, mais voilà. Et puis je me retrouve surtout à Ibiza. Ok, la fameuse île. Ouais, avant qu'il y ait tout ce marasme. Cette décadence. Cette décadence, merci le mot. Non, c'est vraiment vrai. Ouais. Il y avait 2 clubs, il y avait le Pacha. Ok. Il y avait l'Amnésia. Ok. Et une boîte qui se montait au fur et à mesure, toute nouvelle, dans un nouvel endroit qui s'appelait Le Coup. Ok. Et à l'époque, pour pouvoir vivre là-bas, quand j'étais en Espagne, je breakais. Et j'avais connu des autochtones de l'île et j'étais fait copain avec eux, j'étais breaker, donc... Et tu gagnais de l'argent comme ça? Ouais. Mais, si je comprends bien, t'es pas parti en vacances. Non, enfin... T'es parti vivre. C'est pas vraiment le mot. Je suis parti vivre, j'avais un petit ras-le-cul de plein de choses. Et puis moi, je suis très globe-trotter. Ok. Et à l'époque, je suis parti avec mon Vespa. 125, je suis comme ça. Jusqu'en Espagne. Jusqu'en Espagne. Je l'ai mis d'abord dans un train, puis après, j'ai traversé Hendaye, Ok. Puis j'ai fait Madrid, machin, tout ça. Puis après, je me suis retrouvé avec un ami de Madrid à Ibiza. Puis là, à Ibiza, j'étais dans une île, donc voilà. Et puis, à l'époque, c'était le démarrage un peu du break et tout ça. Et je tombe, il y a un moment, je vis chez un tel, et puis à un moment, on me dit, tu sais qu'il y a un Parisien aussi dans l'île, un breaker. Je suis, ouais, je vais le rencontrer. Battle, tu vois. Normal. Et puis on se rencontre, et puis il marchait déjà avec d'autres personnes un peu là-bas, et puis moi j'étais avec mon pseudo-crew, et puis on se rencontre, moi et Dan, donc au début... Ah, c'était Dan? Ouais, Dan de Ticaret. Incroyable. Mais la première fois que vous rencontrez, c'est en Espagne? Ouais, c'est en Espagne. Je le connaissais. C'est fou, ça. Parce qu'en fin de compte, quand Ticaret se monte, c'est après. Il a pas Ticaret quand il est en Espagne. Tu vois. Donc, après, on se rencontre là-bas, battle, mais après, on devient des amis. Puis après, on fédère une amitié. Et là, en Espagne, on est les 2 Parisiens, surtout à Ibiza, on est les 2 Parisiens qui breakons. Et en fin de compte, on essaie de gagner un peu d'argent
en dansant dans les 3 discothèques du coin. Ok. Tu vois. Incroyable. Et donc, on tire notre argent en faisant le break arrivé juste, donc on était des ovnis pour les gens un peu là-bas. Il y a déjà l'émission à chipper à choper? Bonne question. Je pense pas. Ok. Parce que moi, je la vois à Paris. Tu vois, c'est dur la mémoire. Hein. Ouais. Mais moi, j'ai besoin de savoir si tu breakais avant d'avoir vu cette émission. C'est ça, moi. Ouais, j'avais déjà eu des trucs où tu sais, tu danses, tu breaks. Ok. Bon, voilà, ouais. Donc, le prémisse du Moi, par rap, exemple, vraiment. la première fois que je vois du breakdance, c'est dans à chipper à choper. Ah non, Voilà. c'était Toi, tu t'avais bien déjà avant. vu ça avant, J'avais bien déjà vu avant. ça. Ok, c'est Donc, ça. C'était à ce moment-là, avec Dan, on fait une sorte de crew, puis on danse un peu dans différents clubs, et c'est le démarrage hip-hop, mais électro-hip-hop, et puis on danse, on se fait de l'argent comme ça, et on vit un peu ensemble. Et puis moi, après, je connais une charmante demoiselle avec qui je vis aussi, une Anglaise, puisqu'il y avait tout le côté, le bas d'Ibiza le haut d'Ibiza qui était plus hippie anglais. Ok. Et c'était vraiment les hippies. Et beaucoup d'Anglais allaient là-bas. Et puis moi, je connaissais une Anglaise, donc j'habitais chez elle et tout. Ça s'appelait Santa Eulalia. Et là-bas, j'ai connu aussi le fils de Jean-Marie Capdevielle. Là. Tiens, un chanteur des années 80. Donc, c'est lui qui m'a appris. Je suis très calé dans les années 80. Voilà. Et puis bon, enfin, j'habitais là-bas. Et puis avec Dan, chaque fois, on faisait des sorties. Puis on faisait le tour de chaque discothèque pour pouvoir danser. Puis un jour... je sais pas comment ça s'est passé. J'ai dit à Dan, Dan devait repartir à Paris. Puis moi, j'ai dit, je repars à Paris. Mais là, quand je repartais à Paris, j'allais chercher des scuds. Mais pour retourner à Ibiza. Pour retourner à Ibiza, parce que je sentais qu'il y avait un créneau DJ dans différents plans. Puis il y avait cette boîte. Non, c'était pas le coup, c'était le Space qui se montait. Excuse-moi, le club qui se montait. Et juste à ce moment-là, il y avait des ouvertures un peu à gauche et à droite pour pouvoir. Donc là, tu veux plus danser ou moins danser? Moins danser parce que. Et tu veux jouer de la musique? Ouais, je veux jouer de la musique. J'étais déjà un peu pseudo-DJ déjà à Paris avec mes scuds, tu vois. Ok. Donc je me suis dit, tiens, redescendre des disques, faire DJ, ça serait pas mal. Ok. Et donc je redescends, pareil. Je prends mes disques et je vais là-bas et je commence un peu à jouer un peu à gauche à droite. Ta vie, elle était à Ibiza, vraiment, à ce moment-là. C'était pas une vraie vie, c'était une vie où tu vivotes. Ok. Tu vivotes, tu sais, T'es jeune, tu découvres la vie en vrai. Tu découvres la vie, puis tu te laisses aller par... où tu peux prendre un peu plus d'argent un peu à gauche, à droite, tu le fais. Puis en plus, c'était le démarrage du hip-hop, donc effectivement, j'avais une ouverture. Lui, il a des disques hip-hop plus que d'autres. On peut jouer. Tiens, il vient d'où? De Paris, il peut jouer. J'ai fait ça pendant un petit moment, puis après... Et à un moment, il a fallu rentrer à Paris. Alors, Dan est rentré à Paris. Avant moi, j'étais encore dans un marasme d'amourette, machin, et je suis resté un tout petit peu plus longtemps. Puis à un moment, j'ai dit que c'était plus possible parce que le problème d'Ibiza, c'est que en été, c'est mortel. J'avoue, il y a rien à faire. C'est dead homies, mec. Oh merde. C'est dead de chez dead. Donc à un moment, il y a l'ennui. Puis après, t'as surtout aussi l'envie de retourner à la capitale, toi, parce que il commence à se passer des choses réelles. Ça arrive, t'as des échos de ce qui se passe à Paris? T'as des échos et des gens. Dan me dit, toc toc. Je me dis on retourne. Et puis j'avais plus de raison de rester à Ibiza, à part si ce n'est que de redescendre vite fait les étés, toi. Mais bon, à un moment, tu tournes la page. Ok. Retour à Paris. T'es DJ ou t'es breaker quand tu rentres à Paris? Non, c'est fini dans le breaker. C'est fini. T'es DJ. Ouais, je suis DJ. Tu veux jouer dans des clubs? Je veux jouer, mais non, j'étais pas dans la thématique de jouer, même si j'avais déjà un peu goûté des pseudo-petites parties en Espagne, mais j'ai jamais été très... tu sais, mon truc, ça n'a jamais été mon truc de jouer dans un club obligatoirement. Tu voulais quoi? Je voulais juste être DJ, acheter mes scuds, chez toi. Reproduire ce que j'entendais déjà sur des radios aux États-Unis et de Radio 7. Donc, moi, un mec qui m'a beaucoup élevé, c'est RLP, Robert Lévy-Provençal. J'ai écouté ces trucs sur Radio 7, toi. Donc là, pour les auditeurs qui savent pas, c'est un DJ. Ouais, français. Français qui vient d'ici, qui est l'un des premiers prémistes, je dirais, du mix au tempo électro-funk, démarrage du hip-hop, et qui officiait sur Radio 7 et qui faisait mix comme si tu as l'impression d'être à New York. Ok.
Mais vraiment. Très bien. Et donc, toi, t'écoutais ces mix, tu les enregistrais sur cassette, tout ça? Cassette, puis après, t'essayes de faire des trucs. Tu te dis, maman, il faut acheter des platines, il faut acheter ceci, il faut acheter des scuds. Puis après, tu te mets à acheter des scuds au fur et à mesure. Puis t'essayes de voir, arriver à faire quelque chose. Mais il n'y avait pas encore ce côté pécunier dans ma tête de me dire, je suis DJ, je veux jouer dans les clubs. Ok, je peux comprendre qu'il n'y ait pas ce côté pécunier, mais par contre, acheter du matériel à ce moment-là, pour être DJ, ça coûte cher quand même. Ah, ça coûte cher, mais... Comment tu fais? Tu sais, comme tout le monde, quand tu as envie d'un truc, moi, je suis un peu comme ça. Quand j'ai une idée en tête, peu importe ce que ça peut me coûter, mais je me donne les moyens de pouvoir l'avoir. Tu vas au bout. Je vais au bout de mes idées, machin, tu remplis 2-3 petits trucs. Non, parce que Cut Killer, ici, nous a expliqué qu'ils avaient toute une organisation pour avoir des disques, pour emprunter des disques. C'est Cut. J'essayais de savoir si t'as emprunté aussi. C'est tout. Non, j'ai pas emprunté. Mais en tout cas, j'avais une idée, c'était d'avoir 2 platines qui fonctionnaient bien. Une table de mixage. Et reproduire ce que je pouvais entendre. Donc, à partir du moment où tu te mets dans cette mission, tu vas chercher un petit boulot, t'as un peu d'argent de côté, tu fais du bric-à-brac et t'arrives à obtenir ton matos. Ok. Tu te rappelles ta première table de mixage? C'était une BST, un gros truc énorme avec un crossfader. Je vois très bien ce que c'est. C'était horrible. Okay. Mais bon, c'est le début, donc tu... Ouais. T'es content de l'avoir déjà, c'est ta première, t'es content. T'es super content. Après, quand t'as le must, c'était la Jiminy. C'est fini, mon pote, tu t'en vas. Ok. Donc toi, tu fais tes trucs chez toi, comme t'as dit, t'essaies de reproduire ce que t'entends sur Radio 7 et tout. À quel moment tout devient, entre guillemets, plus sérieux? Ça veut dire, tu passes un step. Alors, moi, personnellement, je pense que c'est un moment où tu deviens DJ pour rappeur, au groupe de rap, tout ça. Non. Est-ce que c'est ça ou pas, ou c'est autre chose? Non, pas encore, c'est autre chose, parce qu'il y a le Globo. Ouais. Et Globo, en fin de compte, comme je suis déjà un peu DJ et tout, je connais un peu tout le monde se connaît. Donc c'est un club, c'est une boîte de nuit. À Strasbourg-Saint-Denis, qui existe encore. Qui existe toujours. C'est même pas un club, c'est une salle, en fin de compte. Ouais. C'est une salle et ça a été les prémices, en fin de compte, du démarrage du hip-hop et de cette culture où on a pu voir le maître, Dynasty, qui, je dis big up, qui jouait tout, je sais plus si c'est vendredi ou samedi soir, dans cet endroit et qui nous mettait des gifles à chaque fois. Et là, il y avait... tous les mecs de la old school, en passant par King Jaid, en passant par DJ Joe, en passant par DJ Max, en passant par moi, en passant par rappeurs, enfin toutes les bandes. Les New Generation MCs. New Generation MCs, il y avait tout le monde, Solo, Fly D, Squat, Vincent Cassel, banlieue Nord, banlieue Sud. Tout le monde était réuni là-dedans. Paris intramuros, parce que c'était le seul endroit où on pouvait écouter du Peurac comme on voulait vraiment l'entendre. Ok. Tu vois, je veux dire. Et puis, il y avait le maître incontesté qui était Dynasty. Donc, on savait que tout ce qu'on allait entendre, on pouvait pas le reproduire ou on pouvait pas l'entendre ailleurs. Ouais. Sinon, fallait partir à New York. Voilà. Et si t'arrivais à rentrer au Globo, t'étais dans la Mecque, quoi. La Mecque parisienne, française du truc. Toi, quand tu vas là-bas, tu vas en tant que client, tu vas pour danser. Au début, tu vas pour découvrir, tu vois, puis tu prends. Mais ça te donne pas envie de mixer là-bas? Si, bien sûr, parce que je suis déjà dans mon prémisse et dans mon truc où moi, chez moi, déjà, voilà. Et puis tu vois les trucs, tu dis, oh là là, c'est ça, c'est le truc, mais je suis pas en train de te dire, c'est là que je veux être. Je sais pas. Okay. Et de connexion à connexion, j'arrive à pouvoir jouer de temps en temps avant que Dynasty. Alors, avant Dynasty, il y avait moi, DJ Max, DJ Joe, et deux fois King Jaid qui prenait un peu les platines, qui mettait un peu de son, et après King Dynasty qui arrivait. Ok. Tu vois, j'ai peut-être dû oublier quelqu'un d'autre, tu vois, mais j'ai réussi à me placer. Ok, c'est cool ça. Et là, place to be. Là, c'est la pression de te dire, non pas pécuniaire, mais c'est la pression de te dire, là, il faut que je commence à acheter du scud. Ouais. Parce que à la fin du truc, il y a King Jaid, il y a King Dynasty qui arrive et qui met la race à tout le monde. Ouais. Mais c'était pas de la compétition, c'est qu'il avait tout avant tout le monde. Bien sûr. Dynasty, tu vois, je veux dire. Donc, mais tu vas jouer
Là où Dynasty joue, Bah ouais. tu peux pas faire n'importe quoi. Tu dois... Ah non, tu peux pas faire n'importe quoi. Toi, après, bien sûr, je m'affilie avec DJ Max, on devient des super amis, ainsi de suite. Et puis, bon, plein de gens commencent à te connaître, tu joues dans l'endroit. Au Globo, je peux dire que c'est une des plus belles expériences que j'ai pu avoir aussi de ma vie, quand même. Parce que, avec le temps, quand je revois le truc 30 ou 40 ans plus tard, bah ouais. C'est pas de la chance, c'est que j'étais au bon moment. J'étais là au bon moment. Mais bon, si on t'a appris, c'est que tu faisais ce qu'il fallait faire aussi. Je faisais peut-être le taf au début, mais moi, je me trouvais encore jeune, mais j'avais tout à apprendre aussi, tu vois, je veux dire. Parce que, tu voyais Dynasty, il y a une photo mythique de moi où je suis sur une table montée, où il y a DJ Cash Money quand il est venu, et qui joue, et tout le monde est ébahi de voir le champion du monde arriver au Globo et jouer. Je suis sur la table, et je regarde comme ça, par-dessus l'épaule de Cash Money, et... Là, à ce moment, je peux dire juste le mot, même si c'est pas un mot magnifique, mais je suis violé, moi, dans ma tête. Ok. Tu vois, t'es là, tu te dis, ah ouais, non, mais là... Et là, tu te dis, c'est ça que je veux. C'est ça que je veux faire. Ok. Tu vois? Même si tu vois déjà Dynasty, c'est un haut niveau. Ouais. Tu vois? Quand tu prends Cash Money dans la figure et que tu le vois jouer, alors là, c'est fini. T'es dans une autre sphère. Donc, peu importe ce que tu vois après, que tu rentres à la maison pour essayer de reproduire, que tu ne reproduiras jamais dans ta vie, parce que Cash Money, c'est Cash Money, Dynasty, c'est Dynasty, mais en tout cas, tu as compris un truc qui te lance sur un rail. Ok, très bien. Qu'est-ce qui va se passer donc ensuite pour toi à ce moment-là? Le Globo, ça va t'emmener où? Ça m'emmène nulle part, c'est juste que je fédère un endroit qui deviendra mythique dans l'histoire, et en fin de compte, je suis... en fin de compte, ce que ça m'a donné, ça m'a juste donné mes 2 lettres de noblesse. DJ. Ça a affirmé. Ça y est, là. Ça a affirmé un truc. T'es vraiment un DJ. Et en fin de compte, je suis pas là en train de te dire, je pense faire de l'argent, mais en tout cas, ça a affirmé comme quoi je suis un DJ. Donc là, à un moment, je me revendique en tant que DJ Fab. Ouais. Et tous les gens qu'on connaît dans ce cercle hip-hop, on se croise sur des terrains, on se croise dans des endroits, bah, ils savent, DJ Fab, ça va, ainsi de suite, tu vois. Donc voilà, et puis après... T'avais ta boucle de ceinture avec marqué DJ Fab. Bah ta nameplate. Nameplate, bien sûr, t'es obligé. T'es Fat Laces, t'as Double Goose, Kazal, Kangol, bah, t'es dans le truc. Parce que b-boy. Ah ouais, t'es un b-boy, ouais. Important. Bah, très important, parce que c'est la base du truc, tu vois. Mais moi, ce que je retiens de ce que tu me racontes, c'est le statut, en fait. Quand tu dis, ça y est, je suis DJ à ce moment-là, c'est ça. Et à ce moment-là, de toute façon, c'est un mouvement qui sait pas qu'il va faire de l'argent à ce moment-là. On sait pas du tout. Donc, ce qui est important, c'est qui tu es, ce que tu fais. Ouais. Et c'est là, pour moi, tu t'es trouvé à ce moment-là. Là, je me trouve et je sais ce que je veux faire. Et je sais que l'art premier, c'est d'avoir 2 platines, table de mixage. Ouais. Mais le suprême du suprême, c'est d'avoir des disques. Bien sûr. Et ça, c'est l'ouverture de la porte de Pandore. Parce que ça s'en finit pas, en fin de compte. En fin de compte, jusqu'à maintenant, je suis encore à la recherche du scud perdu, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Donc, t'achètes, tu dis que tu vas partout où tu vas, t'achètes des disques. Tu peux plus t'arrêter. Moi, en fin de compte, j'ai été drogué. Ouais. Je te comprends, je le suis aussi. J'ai été drogué à ça et il y avait plus rien qui pouvait me détourner de cette idée. C'était de me dire, je veux voir ma chambre tapissée de scud. C'était ça. Donc, j'ai tout fait pour me rapprocher encore une fois. Quand je te dis, quand j'ai une idée en tête, comme pour les platines, c'était, je vais aller travailler, j'ai mis de l'argent de côté, tant que j'ai eu ma platine. Le deuxième truc, c'était, OK, j'achète quelques disques, ça coûte cher. Ouais. Comment je peux faire pour me rapprocher le plus rapidement des scuds, un truc que j'aime vraiment? Donc? Fallait arriver dans un magasin de disques. Travailler dedans. À la Fnac Montparnasse, rue de Rennes. La fameuse. Les gars réfléchissent. Mais à un moment, ton cerveau, il va vite. Hein. Ok. Même jeune, il va super vite. Donc, tu sais que t'es piqué à un truc, et à ce moment-là, bon, tu vas à la Fnac, t'achètes tes scuds, tu fais copain avec 1 ou 2 vendeurs, ils voient que t'es comme un costaud, là. Tu sors des rêves que lui, il n'a pas, ainsi de suite. Tu vois,
Il dit, bon, et puis tu viens tous les jours, hein. C'est pas que tu viens. Ok. Moi, j'habitais à Pasteur et rue de Rennes, j'y allais en 10 minutes, même pas. Ouais, donc, je venais tous les jours. Je me demandais, il me dit, non, mais j'ai pas, je vais voir, je mets ça sur mon catalogue, je cherchais. Okay. À un jour, il me dit, mais Fab, ça te dirait pas de bosser à la Fnac? Alors, je lui dis, je sais pas si c'est possible, mais en même temps, je voulais demander, mais j'osais pas. Ouais. Tu vois? Et puis, ce qui se passait, c'est que tu peux travailler à la Fnac, mais tu peux te mettre à travailler pour la hi-fi ou pour la machine à laver en bas. Oui. Toi, tu voulais être là où il y a les vinyles de hip-hop. Hip-hop. Bien sûr. Je pouvais pas être à Francis Cabrel ou dans le CD. Bah oui. Donc, je lui dis, ouais, mais si c'est que dans ce que je te dis, dans ce que j'aime, il y a aucun problème. Il me dit, bon, donne-moi un truc, toc, je fais suivre. Ça n'a pas raté. Bim, il me dit, ça a été pris, tu travailles avec moi, embauché, tu gères les scuds avec moi de hip-hop. Et là... Déjà, tu pouvais... Là, c'est un problème. Tu pouvais demander... Mais c'est même pas tu pouvais... Ce que tu cherches chez toi, en import. Tu demandes plus, frère. T'as les trucs dans les mains avant tout le monde. Tu demandes plus. T'as les trucs avant tout le monde. Les cartons, ils arrivent, tu les ouvres, tu fais... Oh. Ouais, pour moi. Pour moi. Pour moi. Et en fin de compte, je me retrouve dans une machine, en fin de compte. Mon cerveau, il calcule plus rien. La seule chose qu'il calcule, c'est des scuds. Ok. Ramener des scuds chez moi, m'entraîner. Ramener des scuds chez moi, m'entraîner. Donc, je fais ça, je crois que je travaille grosso modo 1 an. Mais tu t'en doutes bien, à partir du moment où l'or est devant toi, t'es jeune, tu deviens gourmand. Bien sûr. La gourmandise, c'est un grand défaut. Et je détourne. De temps en temps. On y vient, voilà. Chacun sa technique. J'en sors, j'en ramène. Et ce petit truc-là, ça marche comme ça, tu vois. Tu commences par 1, par 2, par 3. Puis à un moment, cette technique, elle marche plus, tu te fais gauler. Ouais. Donc, je me fais gauler par les mecs de la sécurité. Toc, tu travailles à Snack, mais pourquoi tous ces scuds? Toc, attends. Bon. La seule chose, en fin de compte, de se faire gauler, c'est pas ça qui me faisait peur. Ce qui me faisait vraiment peur, c'est que je me suis dit, s'ils viennent à la maison... Ouais. C'est chaud. Ils vont voir des tonnes et des tonnes. Ils vont voir des trucs, toi, je peux pas tout acheter, toi. Ouais. Et en fin de compte, ce qui est bien, c'est qu'ils m'ont viré, militari, tu vois, et il n'y a pas eu de suite. Voilà, c'est tout. Et tu reviens plus, c'est tout. Tu reviens plus. Ça va. J'ai eu de la chance. Ouais. Parce qu'ils auraient pu faire une perquisition à la baraque. C'était autre chose. Tu vois, j'avais pris déjà et ça, qu'ils étaient comme ça que je prenais. Vous voyez pas, mais c'est épais. Tous les jours. Tous les jours, c'est épais. Hein. Chacun sa technique. Ouais, mais quand t'es happé par un truc, moi, je sais pas, après, on me dit, ouais, c'est les scuds, mais c'est une drogue, frère. Je sais. J'ai un frère qui est dedans, que tu connais en plus, je crois. Donc, bonjour. Jusqu'à maintenant, il est sous vinyle. Moi, je suis sous CD. Ouais, c'est sous CD. C'est une drogue, je suis sous CD, moi. On est en 2023 au moment où on parle, là. Ben ouais. J'achète des CD encore, moi. Moi, j'ai arrêté un peu d'acheter des... Enfin, je sais pas si on peut rentrer dans le bien, mais aujourd'hui, 2023, j'ai acheté une grande partie. Bon, j'ai eu une grande partie de ma collection. Ouais. J'ai été à fond dans le hip-hop. Ouais. Comparativement à plein de gens qui auraient pu faire de la funk et tout ça. Ouais. Et c'est après que j'ai eu ma grosse partie et que j'ai commencé à comprendre que, sur l'album de P.E., ils ont samplé Bootsy Collins. Ouais. En même temps... Et tu vas chercher ce Bootsy Collins. Et ainsi de suite. Alors, le plus bel apprentissage que j'ai eu, c'est t'achètes tes scuds, tu rentres en métro pendant tout le trajet de métro qui n'était pas spécialement loin, tu tournes ton scud et tu lis tous les crédits. Je crois que j'ai jamais lu autant de crédits de ma vie. Ouais, c'était important à l'époque, ça. Et là, t'as tous les noms, t'as tous les trucs, et puis à un moment, tu fais des liaisons, toc, toc, toc. Ah, lui, il a produit. Ah, ça, je l'ai vu sur un autre scud. Ah, ça, ça, c'est quoi ce truc? Et tu cherches, et après, tu demandes. Et c'est l'infini, frère. Ouais. C'est l'infini, Je peux même te dire qu'aujourd'hui, c'est même pas fini. Ça s'arrêtera jamais. Mais donc, là, tu bosses plus à la Fnac. Non. T'as une belle collection de vinyles.
Ça va. C'est pas fini, tu continues d'en acheter, tout ça, machin. T'es DJ. Qu'est-ce que tu vas faire maintenant? Qu'est-ce qui se passe? Ce qui se passe, c'est qu'en même temps, je me souviens même plus comment je rencontre EGM. J'y arrive. Et avant de rencontrer EGM, je suis un peu DJ pour Destroyman. Si on peut expliquer un peu Alors, qui est Destroyman pour les plus jeunes. Johnny Go. Un duo. Un duo de rappeurs français. Après, tout à chacun de voir comment il va, mais c'est le premier duo de rap français. Ouais. De rap français, De l'histoire. De l'histoire du rap français. Même s'il y a eu aussi Iron et Shoes, et qu'après, il y a eu d'autres groupes, mais Destroyman, c'est les premiers. Ouais. Ils sont au terrain vague. Ils sont un peu partout. Destroyman fait partie des Black Panthers, des Buffalo, quelqu'un d'un peu d'intouchable. Johnny Go, il rappe énormément partout. Dans les trucs à Nova, on peut les entendre. Donc ouais, et en fin de compte, Destroyman fait son solo et me demande d'être DJ pour lui avec un autre DJ, je me souviens plus qui, et on fait un morceau qui s'appelle... je crois que c'est pour Edith Cresson. Ouais, Edith. Voilà. Et ce morceau, en fin de compte, il fait, je suis en studio, on le fait, toc toc, je pose 2-3 trucs. Et en fin de compte, au moment où il sort ce premier opus, enfin ce premier maxi, elle démissionne. Oh mais... Rends-toi compte. Ah ouais, lui, il a pas eu de chance. Donc, le truc tombe à l'eau, capote, Des... Lui, change de voix. Bon, il avait déjà plein de titres, tout. Donc, mais c'était quand même le maxi phare du truc. Ouais, je me souviens très bien. Donc, il part sur autre chose. Me rappelle pas. Bon, on reste toujours en connexion, mais bon, moi, je fais autre chose. Et un peu plus tard, je rencontre EGM. EGM, si tu peux expliquer aussi, pareil. EGM, qui est ce rappeur? Rappeur des premières heures du rap français. Beaucoup de gens l'ont associé un peu à du ragamuffin, mais c'est vraiment un rappeur puisqu'il a posé sur la première compile française de ragamuffin qui s'appelle Earthquake. Sound System. Sound System. Et c'est lui qui a fait le morceau Nous vivons tous dans une ère de violence. La police maintenant ne te laisse aucune chance. Big up à lui. Ouais. Et je rencontre EGM quand il avait déjà posé ce morceau-là sur Earthquake, et il écume toutes les radios et tous les freestyles. Et je sais plus comment ça s'est passé. EGM, on se rend compte. Je sais qu'il a besoin d'un DJ. Il me le dit, ouais, t'es DJ, on discute. Et en fin de compte, je suis pas que le DJ. On devient vraiment des amis de galère. Ok. Lui et moi, c'est pour la vie, là. C'est parti. Là, c'est parti. Là, t'es officiellement un DJ de groupe. Ok. Moi, c'est là que je te découvre. C'est à ce moment-là. Là, tu sais que tu fais partie d'un groupe qui s'appelle du MC EGM et d'un groupe qui s'appelle État de choc. Et là, l'aventure, elle est monstrueuse parce que je me retrouve dans des gros studios que j'avais jamais vus de ma vie à la Grande Armée. Voilà. Il va passer des freestyles sur Radio Nova ou... Ah oui, c'est ça. Voilà. Et j'en parlais ici avec Doudou Masta qu'on a reçu, c'est que les stars du Dynasty sur Radio Nova, à un moment, vont se retrouver pas tous, mais à avoir des deals. Ouais. Déjà, pour être sur Rapatitude, la compilation, la première compilation de rap français. Ouais, exactement, la première compilation. Et ensuite, des deals solo et tout ça. Exactement. Et EGM va faire partie de ceux qui ont eu des deals. Ouais, parce qu'en fin de compte, en passant par Earthquake, nous vivons tous dans une ère de violence, et en passant par Rapatitude, qui avec Dangereux. Élément du Dangereux, derrière, il a un deal avec BMG. Ouais. Et là, en fin de compte, moi, je me rends pas compte de l'ampleur du truc. Un deal avec des BMG, à cette époque-là, moi, ce que je veux, c'est juste être DJ. Ouais. Derrière lui et vivre les moments... Et puis, il n'y a pas vraiment d'exemple de succès de rappeur à ce moment-là. Non, Non, c'est que chacun fait son truc. Ça sort, dans la communauté, on en parle. C'est ça. Mais en vérité, il n'y a pas de star. Non, il n'y en a pas. Voilà, il n'y a pas d'explosion, il n'y a pas de disque d'or. Donc, tu peux pas imaginer que ça puisse aller jusque-là, en fait. Tu ne l'imagines pas, mais surtout, tu ne te dis pas que tu vas faire de l'argent. Ouais, voilà. Tu sais, je suis pas en train de rêver. Mais ce que je veux, c'est juste être avec mon pote, son DJ, et on marche en galère. Donc, on part un peu en Suisse, en Allemagne, on va jouer, on fait des tournées, des petites tournées, puis on fait notre truc. Okay. Élément du Dangereux, ça nous a beaucoup ouvert les portes. Derrière,
BMG lui font signer un contrat où il signe pour un EP, le premier EP qui s'appelle Black and Proud. Il est sorti Je veux du cash juste avant. Non, ouais, juste avant, ouais, parce que... Alors, le maxi. Ce qui se passe, c'est que sur Je veux du cash, j'y suis pas, il avait appelé Dynasty. Dynasty sur les scratchs. Puisque moi, j'étais à Los Angeles à cette époque-là, j'étais parti encore dans mon... Club Trotter. Après Ibiza, Los Angeles. Voilà, les États-Unis. Voilà, et je reviens, après, il signe sur BMG, et il fait, même Je veux du cash, c'est sur BMG, et il signe le mini-EP qui s'appelle Black and Proud. Où il y avait Renégat. Où il y a Renégat, où il y a plein de choses dedans. Et je détiens le zéro. Et en fin de compte, là, ce qui fait l'ampleur, toute la visibilité aussi de JM et de moi aussi, c'est cette fameuse émission à l'époque, Rapline, qui suit JM pendant toute une journée pour après, la finalité, c'est d'aller au concert de Public Enemy. C'était sur Canal+, c'était pas Rapline. C'est pas Rapline, c'est Canal+. Ouais, okay, et qui nous suivent toute la journée qui suivent EGM toute la journée pour aller au concert au Zénith. Exactement, de Public Enemy. Donc, il fait bien sûr, il part de chez lui, il passe chez moi. Et puis, on est des gamins, on est des minots, tu vois, quand je revois les gens sur Internet avec les réseaux, là, ils me renvoient les vidéos. Ils repostent les... Moi, je suis qu'un imbécile, là, tu vois. Je suis là pour me marrer quand tu vois le truc. Il y a pas de sérieux dans mon truc. Moi, je suis là pour déconner, tu vois. Ouais, mais dans le milieu du rap, du hip-hop à ce moment-là, EGM, il est très, très pris au sérieux. Ouais. Je me rappelle, toi, t'es avec lui. Ouais, alors on est pris au sérieux, tu sais pourquoi? Parce qu'en fin de compte, quand il fait Je veux du cash, déjà, ça marque un truc comme quoi, voilà. Quand tu vois la pochette derrière, tu dis, oh, c'est quoi tous ces gens-là? Vous étiez des mecs de Compton, les gars, sur cette pochette, c'est totalement NWA. Non, il faut dire, Raiders et tout ça. Attends, mais on était à fond. Mais quand tu vois la pochette, et après, quand on fait Black and Proud, là, c'est fini. On est plus pris qu'au sérieux. On est un peu comme Ministère Hammer quand ils ont eu les keufs au cul. Ouais. Et qu'en fin de compte, les gens nous prennent vraiment pour des mecs racistes et qu'on n'aimait pas les blancs. Ok, ouais. C'était l'enfer sur Terre. Cause du Black and Proud, ok. Ouais, c'était l'enfer sur Terre. En fin de compte, on n'arrêtait pas de dire dans les interviews, mais non, c'est pas vrai, Black and Proud, c'est juste on ressort notre identité black, mais tout le monde est le bienvenu et on n'est pas du tout raciste. Donc on nous a beaucoup véhiculé là-dessus, poussé là-dedans. Et cet album ce mini-EP fait ce qu'il a à faire, son bruit, et EGM démarre une de ses carrières, de ses carrières, avec ce mini-album qui est vraiment représentatif. Ouais. Tu vois, en plus, on va sur cet album-là, on est au sud de la Grande Armée. Okay. On mixe avec Mitch, MPO, Michel Olivier, qui fait un grand bonjour. Moi, je découvre l'enfer des studios d'enregistrement. En même temps, je travaille. Un soir, je me retrouve dans un studio. Ça tabasse, tu sais, je fais des scratchs. Waouh! C'est funky pour moi, tu vois. C'est beau, tu vois. Donc, on est dans un truc où on sait que, voilà, on sait pas où on va, mais on le fait parce qu'on a envie de le faire. Ouais. Et tu vois, et comme EGM c'était un rappeur, j'avais aucune vision où je pouvais pas lui dire non, écris pas ça ou comme ça. Il disait il écrivait, son truc, c'était son truc. On avait les sons qui correspondaient, c'était son truc. On tourne des petits clips. On est Black and Proud, on est noir, on est raiders, je sais plus ce qu'on est. On le fait à fond. Renégat, des bombardiers, des 4x4. Des 4x4. Non, c'était quelque chose, on faisait peur. Déjà ça. Et puis, à cette époque-là, dans la communauté hip-hop, avoir un clip dans Rapline, t'étais quelqu'un. Ah ouais, t'étais quelqu'un. Mais tu vois, le truc, c'est aujourd'hui, tu me le dis, et c'est vrai que quand je mesure l'ampleur, je me dis, ouais, mine de rien, ouais. Ouais. C'est vrai. Non, c'était quelque chose. Alors, tu racontes ça à un rappeur d'aujourd'hui, il va te dire, c'est rien, tu vois. Non, c'est sûr. Mais à l'époque, c'était ta seule possibilité de te retrouver à la télévision. Les seuls qui pouvaient encore se retrouver à la télévision, c'était NTM, Solar, IAM et un peu Assassin. Voilà, et encore, je trouve que NTM, IAM ou Assassin, quand ils se retrouvaient à la télé, c'était rarement pour la musique. Ouais, parce que eux, il y a des crises de banlieue, venez, on les invite, discuter. Solar, il est passé quand même dans ce truc où il pouvait, pour sa musique. Mais les autres, on les appelait trop souvent, venez nous raconter la banlieue, comment c'est et tout. Donc c'était
très très compliqué en fait de te retrouver à la télé avec ta musique. Donc Rapline, c'était une petite fenêtre, mais elle était très importante pour nous. Elle était vue par tout le monde qui aimait le rap en France et ça a ouvert pas mal de portes. Donc on fait cet album et puis on le sort et puis on vit avec. On tourne, on fait 2-3 petits trucs et tout. Puis on a un crew derrière nous qui s'appelle les Cache-Poussières avec État de choc, tous les mecs de trap à qui je dis bonjour, qui étaient là à l'époque. Donc on est 2 rebeux, que des Renois. À l'époque, mais c'était juste normal en vrai. Pour nous, c'était normal. Voilà, nous, il n'y avait pas de des quartiers et tout ça. Voilà, c'est ça. C'était juste des quartiers. Et pour nous, c'était juste normal. Après, les gens ont dit ouais, mais non, j'aime, t'as vu, c'est ceci, c'est cela. Mais en fin de compte, les gens sont trompés sur lui, toi. Et en fin de compte, on a vécu comme ça. T'as senti qu'on vous a mis de côté un peu? Bien sûr, on a fait peur. Quand j'ai reçu Jem dans mon émission, une fois, on en a reparlé. Il me dit, bien sûr qu'on a fait peur et qu'on l'a mis un petit peu de côté, toi, et que c'est vrai que ce côté trop pro-black qu'on avait et qui n'était pas du tout raciste ou... tu vois, mais ça a vraiment dérangé, donc on nous a mis un peu de côté. Et puis c'est pour ça qu'après, Jem a fait un deuxième album qui s'appelle La Ruelle Bise, beaucoup plus soft, beaucoup plus ouvert, beaucoup plus jazzy. Moi, sur La Ruelle Bise, c'est DJ Max. Moi, j'y suis plus. Je suis reparti aux États-Unis. Toi, je suis un sauvage. Le voyageur. Voilà. Et il fait tout l'album de La Ruelle Bise avec Max et fait ces trucs, mais beaucoup plus jazzy. Avec Doug. Doug est encore là. J'ai même sur la pochette. C'est vrai, il est encore là. Et puis voilà. Puis après, ça a fait son truc. Moi, La Ruelle Bise, je l'ai pas trop suivi parce que je suis ailleurs. Et puis, non, il y avait c'était jazzy. Ouais, mais tu me connais, je suis un Californien, moi. Je sais. Ça veut dire qu'il y avait des trucs jazzy. Le single, c'était Jack est recherché par les flics, tout ça. C'était jazzy. Mais il y avait déjà des prémices de Ruthless et Death Row qui étaient quand même sur l'album. En grand Californien, moi, j'ai apprécié. Non, mais sache, Driver, que JM et moi, on était... c'est ça que je veux. On était je sais bercés chez moi. On se mettait à fond. Voilà. Straight Outta Compton, Niggas for Life. L'album, on se mettait ça en boucle. Et Élément du dangereux a été écrit sur un beat de base. Il a écrit ça sur Niggas for Life. Voilà, c'est ça qu'on veut entendre. Tu vois, on se mettait en boucle les trucs. Je crois qu'on connaissait, on faisait même des karaokés, on connaissait toutes les paroles, les attitudes. Ouais, on a kiffé NWA parce qu'il y avait une similitude dans ce qu'il lui voulait dire et à l'époque le BPM était beaucoup plus rapide, mais il y avait vraiment une similitude forte avec nous, effectivement. Et en même temps, on avait un peu ce côté un peu PI, tu vois, qui mélangeait tout ça. Donc les gens, ça leur a fait peur, tu vois, PI plus NWA mélangé. C'est chaud. C'est chaud, tu vois. C'est chaud. Donc c'est pour ça qu'apraprès, tu vois, Ruelle Bise, tu sens qu'il est un peu plus calme, pas apaisé, hein, parce qu'il a toujours plein de choses à dire. Bien sûr. Mais il écrit de sa façon, mais c'est plus jazzy. Ok. Toi, à ce moment-là, t'es parti vivre aux États-Unis, donc t'es plus le DJ de GM. Après, tu sais, on grandit, les chemins... Mais qu'est-ce que tu fais aux États-Unis à ce moment-là? Tu cherches ta vie là-bas? Tu vis là-bas ou t'es en vacances? Je fais ma vie. Ok. Il n'y a pas de vacances avec moi. Ok. Il n'y a pas de vacances. Les vacances, c'est un mot que j'ai révolu depuis bien longtemps. Okay. C'est que je fais ma vie, je bourlingue. Tu restes combien de temps à ce moment-là aux États-Unis? Un bon bout de temps. Franchement, je suis entre Los Angeles, New York. Ok. Donc, t'es déconnecté de ce qui se fait en France? Oui et non. Mais en même temps, je suis à fond dans mon délire à voyager, à faire mes trucs. Puis en même temps, je revois 2-3 Parisiens qui viennent à New York. Je les croise, on me raconte ça. Puis à un moment, je reviens sur Paris. Parce que j'ai besoin de revenir, parce que ma mère est là déjà. Ok, normal. Donc je reviens. Et puis à ce moment-là... Il y a autre chose qui commence un peu à se monter. On est plus dans... Les BPM ont changé. On est plus sur du... Ça ralentit. Ça ralentit, là. On est sur du 95, 84. James Brown est moins présent. Moins présent, mais ralentit aussi. Tu vois Ce que je veux dire, c'est que le funky drummer de James Brown a inspiré énormément de morceaux de rap américain. C'est ça. Et on l'entend de moins en moins, ce funky drummer. Du coup. Donc, je reviens ici. Et en même temps, une mouche me pique.
je pars en Suisse. Non, tu restes jamais en place. Ah, donc je pars m'exiler en Suisse et ensuite je trouve un Eldorado de ouf. À quel niveau? À tous les niveaux, frère. Mhm. Dans la gentillesse des gens, dans le cadre de vie, dans la musique aussi, parce que ce qui se passe, c'est que avant que tous les rappeurs puissent bifurquer sur Paris, tous les rappeurs new-yorkais, peu importe, ils bifurquent en Suisse parce qu'il y a plus de pognon. Bien sûr. Et là, j'approche tout le monde, je fais des premières parties, je fais ci, je fais ça. Donc, malin comme je suis, tu te connectes. Je me connecte avec de ouf. Les bonnes personnes. Bah ouais, je me connecte de ouf. En plus, la Suisse, c'est moins loin que l'Espagne, donc tu peux faire des allers-retours plus rapidement. Tu te mets à jouer dans des soirées, t'es booké, on t'associe. Après, je vis une vraie vie de DJ où je gagne vraiment beaucoup d'argent en Suisse, tu vois. Et je reviens à Paris, je dépose mes pécules, toc, je repars en Suisse. Comme une fourmi, tu vois. Bon. J'achète mes scuds, toc, je repars. On est à l'époque des francs en ce moment-là? Ouais, on est encore à l'époque des francs, frère. Donc les francs suisses, c'est plus costaud. Et ouais. Tu sais, calculer vite fait. La conversion quand elle tombe. Bon business. Bon business. Non, mais c'était bon. J'étais un frontalier. Voilà. C'était magnifique. Ok. Ah, j'ai pris des liasses, frère. T'es pas prêt. Ok. Les Suisses, à une époque, c'était... on y allait. Et puis des soirées partout dans toute la Suisse. Donc, je bourringue vraiment dans toute la Suisse. Je joue vraiment partout. Ok. Cut débarque en Suisse. On se croise encore en Suisse. Mec. Tu vois, il me fait, qu'est-ce que tu vois? Oh, j'habite là, sans j'habiter là. Mais je suis là. Voilà. T'inquiète. Donc, je fais des fois, je joue avec Cut sur, je l'ouvre. Lui, il arrive en tant que gros DJ parisien, machin. Et puis moi, je fais mes thunes. Tu sais, moi, le truc, c'est que j'ai pas eu besoin d'attendre sur les autres pour me dire, tiens, là-bas, il se passe un truc. Ouais. Les choses, j'y vais directement, je vois, il se passe. Ok. Il se passe rien, je reviens, tu vois. Et en fin de compte, la Suisse, je me suis installé là, les gens ont su, Fab, il est là, tu veux jouer là, et ainsi de suite. En fin de compte, j'ai fait une sorte de toile d'araignée en Suisse, et j'ai joué partout. Sauf la Suisse italienne, où j'ai pas été joué. Ok. Tu vois, mais j'ai fait de Genève à Romanshore, la Suisse allemande, j'ai tout fait. Ok. Ça a duré combien de temps ton épisode suisse? Waouh, un bon petit moment. Ok. Franchement. Non, je veux dire que... Si la pêche était bonne, elle était super bonne. On n'a pas envie de rentrer. Pas envie de rentrer du tout, mais ce qui veut dire que comme je fais des allers-retours, toi, chez Paris-Suisse, c'est pas loin, je te dirais, 96, 97, je suis encore là-bas. Ok. Tu vois, et à un moment, je reviens sur Paris. Va pas me demander si je définis de revenir sur Paris complètement, mais je reviens sur Paris. Je suis là. Il y a des choses qui changent un peu en Suisse. Il y a des gens, déjà, il y a une bonne vie en Suisse. Il y a des très bons DJ avec qui j'ai joué là-bas qui font leur truc et tout. On me tient au courant. Je suis booké sans être booké. Puis après, un moment, j'essaie un peu de me dire, tiens, à Paris, il se passe encore des choses. Et puis, je suis rebooké sur des petites dates à Paname, dans des endroits. Et puis... Je fais mes petits business comme ça, tu vois. Ok, très bien. Mais en gros, l'explosion, même si t'étais pas loin, t'étais en Suisse, mais l'explosion du rap français, quand je dis l'explosion, c'est-à-dire le moment où ça devient mainstream, la radio, Skyrock, tout ça. Toi, t'es en Suisse? Ouais. Ok. Je l'entends, je le vois, parce que des rappeurs français viennent en Suisse Bien aussi. sûr. Lunatic est venu en Suisse, donc je les ai vus, Neuchâtel, ainsi de suite. Donc je suis en Suisse, mais bon, c'est pas loin, donc t'entends tout. Les Suisses parlent français, surtout en Suisse romande, donc ça parle français, ça parle. Et puis j'entends, Skyrock, tout le monde veut passer à Skyrock, quoi. Ouais. Et toi, ça te donne pas envie, toi? C'est-à-dire, toi, ta vie en Suisse, avec le franc suisse, tout ça, ça te donne pas envie de venir te mêler à ce qui se passe, cette mainstreamisation, j'ai envie d'inventer le terme, du rap français? T'as pas envie de te mêler à ça? Non, j'ai pas envie de m'en mêler parce que, déjà, je dis honnêtement, je suis super bien en Suisse.
donc je vais pas m'en mêler. Ouais. Je gagne mes thunes. Tu sais, c'est comme on dit en anglais, where you at is where the money at. Où tu es, c'est où il y a l'argent. Si tu veux vivre, c'est comme ça que je pensais, tu vois. Ouais. Si je fais de l'argent là, je vois pas pourquoi je quitterais l'endroit où je fais vraiment de l'argent pour aller retourner au ghetto. Le ghetto, pour moi, c'était Paname. Ouais. Ouais, je peux comprendre. Tu vois. Ouais. Donc, j'ai mon fief en Suisse, je fais mon argent, je suis booké, j'ai mes résidences à gauche et à droite. Ok. Écoute, je reviens de temps en temps. Et là, tu parles de ce moment donc où tu reviens. Alors, définitivement, entre guillemets. Sans savoir que c'est définitivement, mais je reviens ici, je vois ce qui se passe, machin. Qu'est-ce que tu décides de faire? Alors, le truc qui est un dénominateur vraiment important dans ce moment-là, c'est que je vois que tout le monde fait des mixtapes. Tout le monde fait des mixtapes. Ouais. Je me dis, bon, je vais faire une mixtape, moi aussi. Tous les DJ font des mixtapes, c'est une carte de visite. Mais en fin de compte, dans toutes les mixtapes que tout le monde fait, j'ai l'impression que je vois toutes les mixtapes, les mêmes. C'est R&B, pop, avec les gros classiques, ils tout jouent ça. les mêmes morceaux. Ça joue les mêmes morceaux et tout le monde fait son blé, tout le monde fait son argent. C'est mortel. Moi aussi, je me dis, s'ils font leur blé, moi je peux. Bien sûr. Mais à un moment, le hip-hop vraiment mainstream, très R&B, même si j'ai acheté du R&B, j'en ai plein et que j'ai kiffé cette période, ça me fatigue un peu. Ouais. J'ai l'impression que je me dis, c'est pas moi. Ouais. Et à un moment, je vais chercher des trucs un peu plus perchés, plus obscurs, du hip-hop, pour me dire, tiens, je vais faire un truc pied de nez. Ouais, le seul à l'époque qu'il faisait, c'était J.R. Ewing. Exactement. Ces mixtapes, c'était le feu. Avec Armini Blanco, je peux que les respecter, toi. Et je me dis, chaque fois que je prenais un CD de J.R. Ewing, je dis, je connais rien. Ouais. Mais quand t'écoutais, c'était le feu. Tu kiffais tout ce que t'entendais. Bien sûr. Et moi, à un moment, je bifurque, je dis, tiens, je vais aller chercher là. Donc, j'ai des scuds, je vais chercher, je prends la phase B de ça, je prends la phase B de truc, je cherche des mecs un peu plus obscurs. Et en fin de compte, je décide de faire une de première mixtape officielle qui s'appelle Premier Voyage. Et là, je mets des faces B que personne connaît. Et encore, j'ai pas été... Ouais, t'aurais pu aller plus loin. J'étais plus loin après. Ouais. Okay. Donc, première mixtape, c'est on sort The Lox, mais personne ne connaît The Lox, et ainsi de suite. Donc là, je fais une petite mix-up à petite échelle, je gagne pas beaucoup d'argent. Bon, je me dis, tiens, je refais une deuxième. Pareil, je cherche des trucs. Et à un moment, je rencontre à Paris, parce que j'habite dans le 15e toujours. Alors, c'est quelqu'un qui me fait rencontrer Tequila Text de TTC. Mais déjà là, moi, avant, j'étais déjà dans l'indé, à fond. Et entre-temps, j'avais déjà sorti 2 mixtapes, et je décide, au moment où je connais à connaître TTC, où ils n'avaient pas de deal du tout, à sortir une mixtape, à faire un pied de nez aussi, à sortir une mixtape de rap français, avec que des mecs du gouffre, mais vraiment du gouffre. Ouais. Mais vraiment du gouffre. TTC... quand tu vois Tequila Text, t'entends sa voix à l'époque, nasillarde. Tu dis, qu'est-ce que c'est que ça, tu vois. Mais moi, je suis pas sur... je regarde pas ce que les gens sont, je regarde ce qu'ils sont au fond d'eux-mêmes. Tequila, c'est quelqu'un que j'ai beaucoup aimé, que j'apprécie toujours, parce que c'est quelqu'un de grande valeur. Et son crew... Et derrière, parce qu'en fin de compte, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est Tequila Text qui me met en connexion avec la caution. Ok. Tu vois. Donc, je sors ma mixtape, et c'est lui qui me trouve le nom de ma mixtape, Underground Explorer. C'est pas vrai. Qui deviendra le nom de mon émission, maintenant qui a 20 ans, qui est sur Génération. Donc, à cette époque-là, je fais une mixtape avec que des rappeurs qui ont du talent, mais personne ne veut entendre. Là, tu parles de rappeurs français. Ouais, okay. Sur une mixtape que, je sais pas comment ça s'appelle... je suis trop sortir ça va revenir dans ma tête. Et là, je mets TTC, James Delec, ainsi de suite. Que des rappeurs où les gens me disent « Ah, mais c'est que des rappeurs bourgeois, des petits blancs, des machins et tout. Et je fais « Mais vous avez rien compris, en fin de compte. Il se passe rien. Ma mixtape sort, on les entend, tout ça. J'ai le nom de ma mixtape, il s'appelle Underground Explorer, pas de problème. Ce qui se passe, c'est que Tequila me dit « Ouais, tu sais, en même temps, je connais un crew, là, qui rappe super bien, TTC. » Et déjà, Tequila m'avait déjà vu jouer au Bateau Phare,
Ouais. Je faisais pas mal de soirées au bateau phare, très glauque, avec du compagnie Flow. J'étais le premier à très bien de cette période-là. J'étais le premier à sortir des trucs comme ça, je des trucs vraiment obscurs. Mais quelque part, il y avait un public. Une communauté, moi, je me souviens qu'à cette époque-là, dans le milieu du hip-hop, il y a des gens qui disaient, ouais, il y a les compagnies Flow. Ça s'appelait comme ça. Et ils traînent au bateau phare. Les gens disaient ça. Et c'était ça, en fait. Et à cette époque-là, en même temps que Tequila Tex me présente la caution, je connais le meilleur ami de ma vie, Hour. Ouais. Le docteur. Voilà. Et avec qui je monte Hip-Hop Résistance, la structure de concert. Donc, d'abord, Tequila me présente avec la caution, ça match super bien avec la caution, ça devient des frères d'armes, et des frères, on tourne, ça fait 20 ans qu'on tourne ensemble. Donc là, tu deviens leur DJ. Ouais. Alors, avant d'être le DJ de la caution, j'étais le DJ de TTC. TTC, ok. Avec Orgasmic. On était deux DJ. Ok, cool. Tu vois ce que je veux dire? Et puis à un moment, je dis, non, reste Orgasmic. Voilà. Il était déjà là. Et j'avais un crew de DJ avec Orgasmic, moi et DJ Detect, qui était le DJ, lui, Detect de Fuzzati. Ok. Et on avait un crew qui s'appelait Metal Crab, qu'on n'a jamais réussi à mettre en œuvre. Mais on était dedans. Ok. Tu vois, on avait des idées, on avait tout, mais ça s'est pas fait parce que chacun était tiré par son crew de faire des trucs. Ok. De là, je connais la caution. La caution, ils avaient besoin d'un DJ. Donc, il n'y a pas d'audition à passer. Ils me connaissent, ils sont en train de parler de moi. Toc, j'ai une date, tu veux venir avec nous. Ça match direct. Donc, je deviens le DJ de la caution. Et je tourne avec eux. TTC deviennent TTC. Donc, je fais le premier maxi de TTC qui s'appelle Game Over. Ok. Sur l'autre face, il y a une autre version d'un mec qui s'appelle DJ Flash. Non, Flash, qui lui est signé un peu plus tard sur Headbanger. D'accord? Mais à cette époque-là, TTC n'est pas signé sur Big Dada. Ok. Mais toi, quand tu dis je fais Game Over, à quel niveau? La prod. Ok. Donc, c'est important parce que là, toi, tu connais ton histoire. Mais là, depuis tout à l'heure, on t'entend en tant que DJ. Oui, mais en même temps, pour moi, tu deviens beatmaker. Je deviens beatmaker parce que je m'y prête, parce qu'à un moment, j'ai les machines, parce qu'à un moment, je suis dans ma chambre à triturer, je fais moins de turntablist et moins de scratch parce que je suis en train d'apprendre la SP, je suis en train d'apprendre à contrôler les S950 et des trucs comme ça, tu vois. Et donc, tu t'en oublies le fondamental. Donc, tu laisses le fondamental qui est DJ, mais qui te fait vivre à la base. Ouais. Et en même temps, tu essayes de faire des beats, et puis avec TTC, on s'entend super bien. Je commence à faire un truc, et puis ils me disent, on va sortir un maxi. Je fais, écoute, si tu veux. Et puis j'avais repris un sample d'un jeu vidéo. Ok. De Prince Persia. J'avais repris le sample. Ok. Et Game Over, c'est sur ce sample-là. Que j'avais trituré dans tous les sens. Et en fin de compte, ça sort... Maxi sort comme ça, la main à la main. Et TTC, le premier maxi, est jeté. Ils avaient déjà rappé dans mes mixtapes. Ils rappaient déjà dans d'autres mixtapes, un peu à gauche, à droite. Et après, ils ont un deal avec Big Dada. Ok. De là, Tequila me dit, on a un deal et tout. Est-ce que tu veux faire des sons avec nous? Alors, ils avaient Flash et ils avaient, comment il s'appelle, un beatmaker très connu qui fait maintenant des musiques de films. Je retrouvais qu'il était avec Neochrome. Tactile, non pas Tactile. Je retrouverai encore, tu vois, Parawan, merci beaucoup. Parawan, qui est un monstre. En plus, je connais, je suis un ouf. Qui est un monstre, big up. Big up Para, que je connais, qui habite lui de mixtape, lui, à l'époque. Il avait fait la Néochrome. Tu vois, et Parawan, qui est un monstre musical. J'avais rappé dessus, je suis un ouf. Et je commence à vieillir, moi aussi. Tu vois? Tu vois, c'est dur, hein. Là, tu me fais chercher dans mon cerveau, là, mon frère. C'est dur. Ok. Et en fin de compte, je rencontre Parawan, ainsi de suite. Et donc, c'est déjà le crew TTC se monte. Mais je sens que ça part dans une direction qui est pas assez boom bap pour moi. Ok. Et je me retire de la boucle parce que je me sens pas spécialement à ma place, mais il n'y a pas de... Pas de sans animosité, non, pas du tout, au contraire, je les laisse. C'est juste que voilà. Et je dis très bien à Tequila, je pense pas avoir
les coronesses de pouvoir suivre par rapport à ce que fait Parawan ou Flash derrière. Okay. Je me sens un peu trop novice. Et c'est un peu mon problème aussi de beatmaker, c'est que je suis pas encore... j'ai toujours été un peu... je me sous-estime sur ça. Donc, je les laisse et ils signent sur... et puis voilà. Et moi, je suis DJ de la caution. Ok. Par contre, ça, tu continues. Bah ouais, parce que la caution, c'est un bon délire. Les deux frères, c'est juste splendide. Ouais. Tu vois, on est sur de la technique pure, dans les rimes, de la métaphore que tu peux pas comprendre sur le moment, mais que tu comprends plus tard. Ouais. Moi, je berce, tu vois, en passant de Compagnie Flow à TTC à la caution, ben, je suis dans un univers, pour moi, qui se suit, tu vois, et qui fait finalement, est-ce que t'es pas toujours dans ta réponse à ces fameuses mixtapes de rap, R&B, que tous les DJ faisaient un peu pareil? Est-ce que quand tu te retrouves dans cette mouvance-là avec tes TC et la caution, est-ce que c'est pas toujours la réponse à ça? Genre, moi, j'ai besoin de ce rap authentique, et qui n'est pas celui que tout le monde fait, quoi. C'est ça, c'est un peu ça. Puis tu découvres aussi que t'as une envie concrète d'être un peu différent. Ouais, et tu vois, vraiment d'être différent, aussi bien dans tes mixtapes, mais que dans les choix des rappeurs que tu fais, tu vois. Ouais. Alors, je dis pas non plus que je suis un dénicheur de talent, c'est pas vrai. Hein. Je dis juste que... Non, tu explores. J'explore des gens, et ces gens-là qui m'ont exploré, qui m'ont très bien rendu sur mes mixtapes, en passant par James Delec, c'est quelqu'un que j'aime beaucoup, en passant par plein d'autres, c'était splendide ce que j'ai vécu avec eux, tu vois. Ils ont rappé dans ma chambre, dans le couloir, et crié « Oh !» C'était la folie, tu sais. Mais j'ai sorti le projet, j'étais au bout, et c'est sorti. Et aujourd'hui, c'est des mecs qui ont existé, qui ont créé une ouverture dans le rap français. Un couloir à eux. Hein. À eux, qui est... aujourd'hui, TTC, s'ils avaient continué, ils auraient pu devenir super big, tu vois ce que je veux dire. Et la caution, on a loupé un peu le coche parce que Skyrock ne voulait pas nous jouer. Mais il y a eu ce truc du thé à la menthe. Oui, Skyrock ne voulait pas jouer thé à la menthe. Alors qu'il était dans Ocean, je sais plus combien. Ocean 12, mais au démarrage, ils voulaient pas nous jouer. Ouais. Ils aimaient pas notre rap. Ouais. C'est dingue, tu vois. Une personne n'aimait pas notre rap. C'est malheureusement tu vois l'histoire et donc, de ce qui se passe ici. Hein, ça serait trop long. C'est trop long. Mais après, en même temps, tu vois, je suis DJ de la caution. En même temps, parce que tout revient maintenant. Voilà, j'aime ça. En même temps, donc, sur Génération, il y a un moment, DJ Lord Jazz, et Lord of Underground, habite à Paris. Donc, qui est mon meilleur ami, que j'ai vu à New York, j'ai vécu avec lui, machin. Il vient à Paris, et je vais pas tout raconter, mais Génération sait que Lord Jazz, le DJ de Lord of Underground, habite à Paris. Donc Génération vient le voir en disant on aimerait bien avoir une émission à l'américaine et tout. Est-ce que tu veux faire une émission sur Génération du Lord Jazz mais à l'américaine? Lord Jazz enchanté, il dit oui. Il dit mais en même temps je veux prendre mon gars Fab parce que Fab il peut traduire parce qu'il parlait pas français. Bien sûr. Donc ce qui se passe, c'est que je lui dis oui, moi, c'est mon gars. Je suis, je me retrouve à Génération, on fait une émission qui s'appelle The Connection. Je me souviens. C'est l'émission de Lord Jazz. Moi, je suis juste là, comme je suis devant toi dans mon micro. Ouais, Lord Jazz, il a dit ça. Lord Jazz, il a dit ça. Tu vois. Et je suis juste là-dedans. Et de temps en temps, Lord Jazz a des dates, mais il peut pas assurer l'émission. Donc il me dit, Fab, t'assures l'émission. Donc je fais. Mais le jour où j'assure l'émission et qu'il est pas là, l'émission, elle prend une autre tournure, mon frère. Voilà, c'est toi et tes goûts. C'est moi et mes goûts, tu vois. Donc, on part sur des trucs complètement un peu du Compagnie Faux, Cannibal, Oxy, je ne sais pas quoi, Slur, des machins, Dilated People. Ça part dans tous les sens. Quand il revient, il rassoit son truc. Un peu très à la new-yorkaise, très, tu vois, mainstream sans être mainstream, mais voilà. Et à un moment, Génération lui disent... un peu plus tard, ils disent écoute, Lord Jazz, on peut pas te garder, c'est une question de papier. Vu que t'as pas les papiers, vu que maintenant on doit tout déclarer, on est obligé d'arrêter l'émission. Donc Lord Jazz dit OK. Et ils viennent me voir, ils me disent et toi, Fab, qu'est-ce que tu veux faire Tu gardes l'émission. Alors je fais non, je garde pas l'émission, c'est l'émission de Lord Jazz. Je veux bien la garder si on change le nom. Et là, c'est une ouverture à n'importe quoi, là. Comment tu l'appelais? Underground Explorer. Voilà.
Et Tu vois, c'était parti. tout se suit pour Ouais. moi. Mhm. Et là, je fais ma propre émission seul. Mhm. Entre-temps, je fais la connexion entre Hour, mon meilleur ami, Mhm. qui est une bible incroyable, Mhm. et je lui dis de venir dans l'émission. On dit, non, je suis pas chaud. Le jour où je l'ai mis devant un micro à Génération, C'était parti. c'était parti, mon frère. Ah, c'était une machine. Ouais. Et là, on fait v'là les trucs, et en même temps, on fait un gros truc. On arrive avec... Bon, j'explique. Dr. Hour, qui est mon meilleur ami à l'époque, on monte une structure qui s'appelle Hip Hop Résistance. Ouais. Hip Hop Résistance, c'est une structure où on ramène que des artistes indés hip-hop de la scène américaine. Mhm. Et de temps en temps, on fait des petits trucs avec des Français. Ouais. Indés. Mhm. On cherche pas la crème de la crème, Ouais. parce qu'on n'a pas les moyens de... Bien sûr. Voilà. Et on ramène, en passant par Madlib, qui n'est pas connu, Ouais. en passant par Ono, en passant par des Craig G, en passant par Fife, en passant par Jay Dilla, en passant par Sean Price. en passant par Master Ace, La scène de Détroit. la scène de Détroit, en passant par Guilty Simpson, en passant par... et j'en passe, parce que Planet Asia, Ouais. et j'en passe, hein. Mhm. J'ai assisté à quelques-uns de ces Je événements. sais, j'ai vu ta tête. Voilà. C'était important. Et là, en fin de compte, là, je trouve ma pure identité, parce que tout correspond avec Ouais. mon émission de radio, Mhm. mes mixtapes, Mhm. et je suis avec Hour, où je me sens imbattable. Ouais. Parce que lui et moi, on est pareil dans l'esprit de ce que... On est hip-hop. Ouais. On est pareil. Ok. On veut défendre le hip-hop d'une certaine manière, mais on veut pas défendre le mainstream, on veut défendre l'obscur, parce qu'il y a tellement de choses à creuser que Mhm. quand ça va sortir, les gens vont pas comprendre. Ouais. Alors, on arrive à faire quelques scènes, et on fait une grosse scène à l'Élysée-Montmartre, Mhm. où on fait le festival Echo, avec la marque Echo. J'étais là, je crois. Et- c'est celui où il y avait Alcoholics? Non, où il devait avoir Ah, c'est possible. Bismarcky, qui n'est pas venu, il devait avoir Noriega, qui n'est pas venu, et il y a eu... on avait ramené un... Attends, je sais pas... je crois que... Attends, tu vois, j'ai un trou de mémoire. Bon, je l'ai fait. Ouais. Echo. La marque Echo, Ouais. en fin de compte, on est... Mais vous avez eu qui au final? Parce que tu m'as cité ceux que vous avez pas eu. Ce qu'on n'a pas eu, je crois qu'il y a eu... Attends... DITC. Ok. Il y a eu... Je n'ai pas celle-là. Il y a eu... Attends... Trop de mémoire, tu vois. Ok. Mais on fait un gros festival Mhm. qui représente Hip Hop Résistance. Mhm. Et en même temps, c'était le moment où il y a eu, je crois, les émeutes. Juste un petit peu avant. Ok. Et je sais pas, il y a un mec, je vais pas citer son nom, qui a été dire dans une maison de disques et qui a été appelé l'agent de Bismarcky, de Noriega, je sais pas quoi. Il a dit non, faut pas venir à Paris, c'est le feu, machin, nanana. Donc Noriega a annulé, on n'a pas pu l'avoir. Et Bismarcky n'a pas pu venir. Voilà. Donc on a fait un gros festival qui a marché, mais qui était sous la tutelle de Echo en même temps. Et, mais voilà. Donc à ce moment-là, on est vraiment, nous, on baigne dans notre truc indé hip-hop, où on recherche, pas la perle rare, mais les mecs qui savent rapper, quoi. Ouais. Et qui font pas ce que tout le monde fait. Ah, mais vraiment pas. Ouais. Là, on est vraiment dans un truc où on est dans une autre scène hip-hop. Et en plus, à moindre coût, dans le sens où on n'a pas beaucoup d'argent, moi et Hour. Ouais. Tu vois? Donc c'est parfait, en vrai. Bah, c'est parfait, mais on aimerait avoir beaucoup d'argent. Oui. Tu vois, comme tout le monde. Comme tout le monde. Mais on vit avec nos connaissances, nos coups de fil. En fin de compte, il faut savoir que le premier concert hip-hop résistance qu'on a fait au Bateau Phare, c'était avec, ça coule encore de source, DJ Mr. Lamb de Compagnie Flow. Voilà. Tout est logique. Hour connaissait Lamb. Moi, je le connaissais aussi. Donc, on s'est arrangé pour le faire venir au Bateau Phare et il a joué. Et c'était DJ Compagnie. On était aux anges. Mais il joue quoi? Moi, c'est ça qui m'intéresse. Il joue du hip-hop indé, mon frère. Voilà, c'est ça que j'allais dire. Il joue des choses qui s'apparentent à ce que Compagnie Flow fait. Pas, mais en tout cas, tout ce qui est la scène complètement indé, tu vois, je veux dire. Donc, on est sur du slur, démarrage de Daeti, des trucs perchés, quoi, tu vois. Mais ça correspond à un public qui viennent. Et là, à ce moment-là, avec Hour, on se dit, il y a beaucoup de monde. Donc, ça, c'était au Bateau Phare. Ça, c'était au Bateau Phare.
tout notre démarrage, c'était un peu des bateaux phares. Ok. Après, on a fait une grosse scène, c'était le Rapping Tour, c'était à Divan du Monde. Ok. Où là, il y a eu... oh putain, tu vois, j'ai tellement de monde en tête. Il y a eu beaucoup de monde. On a fait le Divan du Monde et on a fait Bus les Palladium aussi, il y a des trucs au Bus Palladium, non? Craig G, c'était pas là-bas? C'était pas Craig G. Non, Craig G, c'était à l'Élysée Montmartre. Au nouveau casino. Ok. Mais Bus Palladium, on avait fait... Bus Palladium, vous avez fait des trucs. On avait fait un truc, mais je m'en souviens plus ce que c'est. Parce que, en tout cas, j'étais là. on essaie en tout cas complètement de vivre de notre art et surtout de sortir la scène indé américaine. Ouais. Tu vois? Et de là, on voit que les gens s'y prêtent. Et en même temps, on essaye de pas oublier la scène française. Donc, on fait un autre plateau de rap français, mais que de l'indé. Un truc qui s'appelle Être indépendant est un must. Et c'est là que, oui, tu peux montrer du doigt. C'est là que j'ai connu notre ami Radical MC, de son nom RMC, maintenant. Et je l'ai convié à venir sur scène, et plein d'autres artistes français de cette époque qui étaient à en devenir. Ou pas, après. Moi, je suis pas là à capitaliser sur des gens. Tu explores l'underground. C'est même pas une chance. On ouvre les portes et ceux qui veulent la prendre, la prennent. Tu vois ce que je veux dire. Donc voilà. Donc j'ai mon émission avec Hour. J'ai Hip Hop Résistance qui fonctionne, et j'ai la caution. Dis-toi que je suis hyper occupé. Ouais. En même temps, je suis tellement occupé avec la caution on fait le premier album, donc il y a des dates de tournée qui se font. Donc je bouge beaucoup. Et en même temps, entre des soirées et tout, un moment avec Hour, on se dit, c'est plus possible, là. Je peux pas jouer partout, je peux pas être à la radio, je peux pas, tu vois. Il nous faut un troisième larron. Et le troisième larron, on n'a pas été chercher bien loin, c'était DJ Cozy. Paix à son âme aussi. Parce que Hour est décédé aussi, et Cozy est décédé. On a été chercher DJ Cozy qu'on a... Super DJ. Super DJ. Le mot est faible, mais voilà, c'est bourré de talent. Bourré de talent, un mec gentil, et une crème, et un vrai b-boy. Comme nous. Tu vois, vraiment comme nous. Sac à dos, backpack, on était là-dedans. C'est ça. Et donc, Cozy nous rejoint dans cette aventure. Et là, on est tous les trois, on est en force. Ce qui se passe, c'est que Hour décède en 2010, je crois, un truc comme ça, je sais plus. Il décède, je me retrouve tout seul à gérer le bateau Hip Hop Résistance, la radio, plus toujours à tourner avec la caution et aussi à faire des soirées. Et je dis à Cozy, moi, qu'est-ce que tu veux faire? Cozy ne me suit plus trop parce que on s'entendait tous bien, mais on grandit, puis en même temps, Hour n'est plus là, donc on n'a plus la même motive. Moi, je continue à faire quelques concerts, Artifacts, Cool Keef. J. Dilla, quand je le fais, Hour, lui, il est à Los Angeles, il ramène Rof au Wake Up Show. À Souhait. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que le Wake Up Show, c'est une grosse émission à Los Angeles qui a 3 personnes à l'intérieur qui s'appellent Souhait, qui est maintenant à New York, et DJ Révolution, qui est juste un monstre, et King Tech, qui est un tueur aussi. Et ces 3 mecs, ils ont une émission qui date depuis longtemps, qui est une émission basée à Oakland, à la base, à Los Angeles, et qui s'appelle le Wake Up Show, et qui est une pure émission b-boy. Tous les MC, en passant de Biggie, Eminem, tout ça, avant même que tous ces mecs signent, sont passés au Wake Up Show. Tout le monde devait passer au Wake Up Show. C'est ça, et pas juste que pour parler. Non. C'est pas pour faire de la promo, tout ça. Non, on parle pas. Ça on rappe. Dégaine. Voilà. Freestyle. On dégaine. Ça rappe. Et en fin de compte, moi, je suis à New York, je vois Souhait, et je lui dis, on parle, il me dit, yo, Fab, let's do this. Let's bring the Wake Up Show in Paris. Alors, je fais, ouais. Alors, ce qu'on va commencer à faire, c'est qu'on fait le Wake Up Show. On prend, une fois qu'ils ont fini d'enregistrer à Los Angeles l'émission, ils nous envoient l'émission, et moi et Hour, on est chez nous, au téléphone. Moi, je fais la voix de Souhait, lui fait la voix et on traduit tout. Voilà. On se casse la tête à tout traduire. Ça dure un petit moment, parce que quand même, il y a des émissions presque régulièrement avec le Wake Up Show. Et on se prend la tête à faire des traductions, nanana. J'étais fan de ce moment-là.
Je ne ratais jamais. Mais tu sais que c'était dur, hein, parce que... Tu me l'as dit à l'époque. C'était Tu dur, m'as dit que c'était dur à réaliser, dur à faire. Ouais, parce qu'on essaie de traduire au maximum pour que les gens arrivent à comprendre. Bien sûr qu'on traduisait pas le rap, mais les gens, quand ils parlaient... Parce les interviews, c'était bien sûr. dur. Mais c'était un exercice de style ça faisait du bien, énormément. Ça faisait du bien, toi. Ça fait vraiment du bien, ici en France, à ce que c'était en Californie, et surtout au point de vue... l'identité, c'est-à-dire qu'en fin de compte, Cut aurait pu prendre, mettons, le truc de Funk Master Flex, puisqu'il aurait pu faire la même chose. Mais nous, ça nous collait trop bien. Ouais, c'était exactement parfait pour... Parfait par rapport à Underground Explorer, tu vois, de les traduire. Et à un moment, le premier festival de Génération, c'était comment ça s'appelait? C'était, attends, il y a un gros Génération fait le premier festival et il nous demande Paris Hip Hop, un truc comme ça, ouais. Truc comme ça. On est à l'Élysée-Montmartre et il nous demande qu'est-ce que vous pouvez faire? Je fais OK, on va faire venir le Wake Up Show à l'Élysée-Montmartre. On fait venir Sway, King Tech, Révolution, Chino Exor. Il y a qui encore? Il y a plein de monde encore. Ouais. Donc, on se retrouve à Issy-Montmartre avec le Wake Up Show en direct. C'est beau, ça. C'était splendide. Moi, t'as le retour de tes pères, Sway, qui me dit « Yo, Fab, you me, I'm you », tu vois, il y avait no diggity, tu vois, c'était... Et jusqu'à maintenant, je suis toujours en contact avec Sway, on parle énormément. C'est un bon gars, lui, c'est vraiment un bon gars. C'est heureusement qu'ils l'ont aux États-Unis. Ouais. C'est le seul qui a pu interviewer 50 Cent au moment des problèmes. C'est le seul qui a pu interviewer Kanye West. Ouais. You don't have the solution, you don't have the problem. Yo, Sway, you don't have the answer, Sway. You don't have the answer, Sway. Donc, splendide. Tu vois, Sway, je peux que le big up, tu vois, 1000 fois. Révolution, pareil, tu vois, il est venu plusieurs fois aussi jouer pour nous, et voilà. Donc, tout ça, ça crée une histoire, et après, Hour décède. Donc, je me retrouve un peu tout seul aux manettes de tout ça. C'est dur d'être tout seul quand t'as monté un truc. Ouais. Parce que la tête pensante, je le dis, hein, c'était Hour aussi, toi. Bien sûr. Donc, c'est dur d'avoir double tête, toi. Et j'essaie de continuer, mais à un moment, je vois que j'ai plus la même hargne. Ok. Et je continue à faire 2-3 concerts. Je suis au Glazart, on est un petit peu à gauche, à droite, on fait 2-3 trucs. Mais c'est plus la même chose. Ok. Mon bras droit n'est plus là. J'ai plus la même motivation. Cozy est moins motivé, il commence doucement un peu à me délaisser, puis surtout à partir de son côté, faire ses trucs, à être DJ de Kazay, et ainsi de suite. Vivre sa vie, ce qui est normal. Et moi, je continue l'émission tant bien que mal, mais tout seul. J'ai un moment une traversée du désert avec cette émission, parce que Génération, en fin de compte, se fait racheter par un gros groupe, et je me retrouve dans une nouvelle façon de Génération, nouvelle version, qu'avec des gens qui sont ni DJ, mais qui sont que des animateurs radio. Tu vois le nouveau processus aujourd'hui dans la radio. Ouais. Tout est enregistré, rien n'est... Voilà. Et il n'y a plus de DJ qui scratch comme à l'époque où tu pouvais prendre le téléphone et « What's up? Ça va? Ouais, je suis en ligne, attends, je te mets un son. » C'est fini tout ça. Donc on est plus sur des animateurs radio et je me retrouve à gérer l'émission tout seul, à gérer Hip Hop Résistant tout seul, et à un moment, je suis fatigué. J'arrête. Le dernier concert que je fais, c'est Cool Kiff au Glazart. Et puis là, je sens que j'ai plus d'énergie pour ça. Ok. Tu laisses ça. On laisse ça tomber. Tu décides de passer à autre chose, faire autre chose, rajouter une autre arc? Non. Une autre corde à ton arc? Non, où je me concentre, c'est sur l'émission de radio qui est toujours là. Et comme je te dis, je passe une traversée du désert aussi où je suis tout seul à la radio. Je suis ni avec Cozy, je suis ni avec Hour, je suis tout seul. Et cette traversée du désert dure un bon petit moment, mais je fais toujours mes mix à Génération. Je mets mon hip-hop indé et voilà. Et à un moment, j'ai une idée, je me dis, tiens, je vais chercher quelqu'un d'autre. Ouais. Et il faut updater tes trucs, toi, dans la vie, toi. Et je vais chercher un mec qui s'appelle Funk Psych. Donc, je rallie à ma cause, qui est resté 5 ans avec moi, qui m'a quitté dernièrement pour lui faire ses affaires. Il n'est pas mort, hein, attention. Et voilà. Mais pendant 5 ans, après, j'ai fait Underground Explorer avec Funk Psych. C'était une très belle aventure. Et voilà, lui, il voulait vivre ses aventures tout seul et il n'y a pas de problème. Mais en même temps, cette émission, Underground Explorer, a 20 ans. C'est fou, hein? C'est complètement fou.
Fou, parce que moi, je m'en rendais même pas compte, parce que tout le monde apprenait, ouais, mais ça a 20 ans, faut faire des soirées, faut faire des trucs, faut faire un anniversaire. Et je suis pas là-dedans, moi. Ouais. Je suis pas dans le truc de fédération. Tu vis, tu continues. Je vis mon truc. Allez, on avance, c'est pas grave, on va pas faire une fête, boire du champagne, c'est pas trop mon truc, tu vois, je veux dire. Ouais. Et là, jusqu'à maintenant, bon, l'émission existe toujours, et j'essaie de continuer. Je suis tout seul maintenant, mais bon, avec les nouveaux processus, comme quand t'es venu dans l'émission, il faut filmer, il faut ceci, il faut se mettre en scène. C'est comme ça aujourd'hui. Voilà, c'est. Mais je sais pas, je regrette parce que j'aime bien ce qui se passe maintenant, mais il y a quelque chose. À l'époque, on vivait un truc tellement fort, c'était sur le moment. Et ces choses sur le moment, on les a perdues. Donc on est beaucoup plus dans un peu de la réflexion, dans le truc où tu te dis, attends, là c'est pas bon, maintenant je commence. Mais à l'époque, quand tu faisais une émission de radio, mon gars, ce que tu disais à la radio, ça reste. Hein. Ça restait. C'est tout, c'est comme ça. Fallait assumer. Je veux dire, et des embrouilles, j'en ai vu. Parce que des gens qui avaient la langue plus. Tu vois, tu sais aussi. Je vois très bien. Non, surtout la génération. Je sais. Voilà. Mais je regrette ce moment-là où les gens, les auditeurs pouvaient appeler, on pouvait les prendre en direct. Quoi, comment tu t'appelles? Ouais, c'est Driver. Hey, Driver, comment tu vas? Ouais, tu veux quoi? Ouais, je veux MC et je te mets ça direct. Tu vois? Ça, c'était beau. C'est clair. Aujourd'hui, on est dans un autre truc qui est différent. Tu vois, je veux dire, qui est pas mauvais, mais qui est différent. Il faut savoir s'y habiter, il faut savoir se vivre avec. Moi, je te cache pas, je suis comme toi, hein. Je l'ai vécu cette période où la période de l'instant et tout, mais je me suis heureusement et malheureusement adapté à ce qui se fait aujourd'hui. Ouais, non, mais ce que je veux dire, c'est non, mais toi, t'es un caméléon. Toi, t'es fort, toi. Ce que je veux dire, moi, je te dis, moi, bon, ce que je vois. C'est Driver. Me dis pas, toi, non. Toi, t'as dit. Allez. Non, c'est ce que je veux dire par là, c'est que il m'arrive, par exemple, me dire, ah ouais, ce soir, il y a telle émission. Ah bah, je vais l'écouter en replay, plus tard. C'est un truc que j'aurais pas pensé il y a quelques années. Genre, pour moi, c'est comme un match de foot. Je dois le vivre sur un moment. Dès que je connais le résultat, j'ai pas envie d'aller voir le match après en différé. J'ai besoin de vivre le truc. Ben, sur des émissions de radio, des émissions de télé ou trucs machin. Ben, ça y est, je suis habitué à ça et. Ah, mais je pense que c'est la vie. C'est la vie. C'est l'évolution. Même moi, je m'y habitue un peu. Et grâce à la personne qui est aussi dans les studios, qui m'a beaucoup aussi aidé dans. Un très grand photographe. Et vidéo aussi. Il m'a fait comprendre, non, il faut vous mettre en image. Ouais. C'est important. Et j'ai beaucoup de mal avec ça. Ouais, de ce que je vois, moi, t'as toujours été en retrait, en vrai. Un DJ, c'est toujours en retrait. Voilà. Ça dépend. Non, DJ Khaled! Ah ouais, mais ça, c'est autre chose. Là, on parle d'autre chose. C'est pas du tout mon truc. C'est pas du tout. Khaled, c'est pas mon truc du tout. Je sais. Mais oui, j'ai toujours été en retrait. Puis ça me va très bien parce que je sais ce que je génère et ce que je veux. Moi, je suis d'une génération, et tu la connais, cette génération. Vivons heureux, vivons cachés. Bien sûr. Bien sûr. Donc, tant que tu fais ce que tu as à faire et que tu es heureux dans ce que tu fais, j'ai pas besoin de briller de 1000 feux, moi. Ouais. Non, ça va. Laisse-moi à ma place. Ça va. Je mange, je bois, je joue. Ouais. Je fais plaisir aux gens. Toi, ça me va. Après, demain matin, si les choses explosent, je sais même pas si je pourrais les gérer. Parce que sache un truc, que si on revient en arrière, et ça, je pense que Cut te l'a dit, quand il va signer sa première compile, c'est hip-hop... Soul Party. Ouais, je suis avec lui, avec Cut. Il l'a dit. Je suis dans les bureaux quand il signe. Mais lui, il s'appelle Cut Killer. Ouais. Moi, je m'appelle DJ Fab. Donc, le ratio, il est pas pareil. Ouais. Il a un nom... Ouais, qui est gros déjà. Pèse, qui est lourd. Moi, j'ai un nom de rien du tout. Et je cherche pas à m'imposer parce que je sais... Par contre, je sais ce que je peux faire, je sais ce que je ne peux pas faire. Okay. Et à ce moment-là, quand on va voir quatre choses, je me souviens plus, à Universal, il signe... Le mec me calcule pas, à côté de moi. Il dit, tiens, peut-être un plan, une mixtape, un dé. On me parle pas. Mais je suis avec Cut. Je suis avec Cut parce que c'est mon ami, parce qu'on est parti à Londres voir des DMC, on bourlingue un peu ensemble, même si Cut connaît tout le monde. Mais j'ai eu mon moment avec Cut, tu vois, je veux dire. Et lui, il signe cette compile parce que Cut, il est grand, il en impose, il en impose, il n'y a pas de problème. Et même si j'en impose aussi, mais c'est différent. Et tu vois, ce que tu parlais de ce truc d'image,
je trouve que Cut, il a compris ça avant même qu'il y ait Internet et l'image, tout ça. Il a tout compris. Il sait marketer, les mixtapes, les trucs, ça, la radio. C'était vraiment le Funk Master Flex. Il a compris qu'il fallait monter une team, que tu pouvais pas être seul. Ouais. Moi, c'est pas que je l'ai pas compris, mais j'avais pas la bonne team au bon moment. Ouais. Même si j'avais Hour et Cozy, mais on était sur d'autres terrains. Et puis l'indé, c'est pas la même chose que le mainstream. Bien sûr. Tu vois ce que je veux dire? Ça, donc, il signe avec Universal, Cut, et waouh, ça part dans tous les sens. Ça explose. Et ça explose. Mais à ce moment-là, moi, je suis dans le bureau, il signe, il est là, je suis à côté de lui. Ouais. Moi, on me calcule pas. Mais ce que tu voulais qu'on te calcule. Ce que je veux dire, c'est ce que tu veux, ça. Tu vois, Cut Killer, il a une carrière, il prend un chemin, mais c'est pas le chemin que toi tu voulais pour toi. Je sais pas. Alors, c'est ouf parce que quand tu me dis ça, est-ce que je voyais un chemin? Moi, si on repart du débarrage, je voulais juste passer des scuds. C'est tout. DJ. Stop. J'ai jamais pensé. Quand j'ai commencé à penser que je pouvais prendre de l'argent et que j'en ai pris, Ouais. C'était autre chose. J'étais dans une autre fonction. Ok. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Mais au démarrage, moi, j'étais juste là, je suis derrière mes potes, je scratch, je suis bien, je suis sur scène, ça me plaît. Ouais, mais je pense comme tous les gens de ton époque, en fait. Bah oui, bien sûr. Parce qu'il n'y a pas de mecs, des DJ qui font énormément d'argent à ce moment-là, avant vous. Il y a pas vraiment. Non, voilà. il n'y a pas d'argent. C'est différent. Un DJ qui arrive maintenant, un jeune qui rentre maintenant, il a plein d'exemples. Que ce soit hip-hop, que ce soit électro, je sais pas quoi, des gens qui ont explosé. Bien sûr que le mec, il peut se dire, bon, moi, je suis là, je veux de l'argent. Mais vous, à votre époque, c'était impossible. Mais non. Alors, comme je te dis, avant Cut, je te parle, à cette époque-là, il n'y a rien. Ouais, non. Pour moi, Cut, c'est le premier à faire de l'argent. À faire le business. Ouais, business parlant, c'est exactement ça. Après, derrière, il y a Posca. Ouais. Après, il y a Goldfinger et Cost. Eux, ils font du business. Ouais. OK? Et c'est pas pour autant qu'ils c'est pas des mauvais DJ. Ah non, ils font du business, c'est pas péjoratif du tout. Voilà. Non. Ils font du business. Moi, je suis pas là-dedans. Ouais, c'est pour ça que je dis, de toute façon, même si t'étais là le jour où Cut il a signé, tu peux même pas avoir de regrets ou quoi. Non, il y a aucun regret. Voilà, c'était pas ton chemin. C'est pas mon chemin. C'est pas là que tu voulais aller. Et puis, est-ce que les lumières peuvent me plaire? Non. Voilà. Je pense pas. J'ai toujours été quelqu'un de discret. Je resterai discret jusqu'à la fin de mes jours. Et ça fait partie de mon tempérament. Ouais. Et je suis très bien comme ça. Mais ça veut pas dire non plus que je fais pas les choses. Ouais, non. Et ça veut pas dire non plus que t'es un DJ gratuit. C'est important de dire ça aux gens. Très important. Très important. Voilà. C'est très important. Mais moi, dans toute cette histoire, je te dis, moi, de l'extérieur, comment j'ai vu ça, je me dis, Fab, il est complexe. Quand je dis il est complexe, ça veut dire que moi, je t'ai connu, t'étais un mec de Compton, donc. T'étais un NWA. et tout doucement, je te vois devenir un compagnie flow. Tout doucement, je te vois TTC, tout ça, machin, kérosène, machin. Et je me dis, tous ces trucs-là sont pas obligatoirement liés, mais moi, je vois à chaque fois que t'aimes ce que tu fais. Et puis pareil, après, je te vois ce truc, la scène de Détroit, les JD là, les Black Milk, tout ça, machin. Et Driver, c'est un circuit. Je parle de NWA et encore d'avant, parce qu'il y a des trucs. Moi, je t'ai connu à l'époque de GM, c'est pour ça que je dis ça. GM, NWA, parce que on est pété à ça. Puis à cette époque-là, quand tu prends le clip de Niggas for Life, Undermans and Running, des trucs comme ça, Always Into Something. Ah, c'est toute ma vie, ça. T'es fracassé, tu remets le truc, ta cassette vidéo, tu remets le truc, tu uses la cassette, donc on est pété à ça. Mais en même temps, après, il y a une évolution. Et heureusement qu'il y a une évolution. Non, c'est pas un reproche du tout. Hein. Non, mais ce que je veux dire, c'est que tout n'est pas évident. Non, parce que ce qui est évident, c'est que j'aime le rap, j'aime la musique, et j'aime qu'il y a quelque chose, faut que ça rappe. Et j'y trouve mon truc. Comme il y a une scène on parle pas de Los Angeles, que toi, tu connais très bien, mais, et que c'est dingue, parce qu'on a parlé de Dre, de Snoop, on parle de DJ Quick, machin. Derrière, il y a Soul of Mischief, Raskaz, Rasco, Planet Asia, Dieted People, et j'en passe. Tous ces mecs-là, Funk Dubious, tous ces mecs-là qui rappent vénère, et effectivement, ils font pas partie de la G-Funk. C'est ça. En fait, c'est tout ce qui... Le problème, il était juste là. Un problème entre guillemets. C'est que pour les gens, Los Angeles, c'était G-Funk. C'était G-Funk. Mais c'était ça qui marchait. Donc, si tu faisais pas ça... Voilà, mais derrière, il y a toute une scène monstrueuse. T'es super rappeur. Des destroyers de mic. Et ce qui est fou, tu vois... Et je vais faire un lien entre toi et Dr. Dre. Et c'est très beau. Vas-y. J'ai pas son argent, mais vas-y, fais le lien. C'est que t'as dit, toi, t'aimes quand ça rappe. Et Dr. Dre aussi, en fait.
Les gens, ils pensent que, ouais, G-Funk, il veut des trucs, des mélodies, mais il aime beaucoup les kickers, les rappeurs. Et je sais qu'à un moment, il avait signé chez Aftermath un rappeur qui s'appelle Phil Dahagoni, que tu dois très bien connaître, qui fait partie de toute cette scène, les artistes que tu viens de citer là. Et malheureusement, ça n'a pas pu aller plus loin parce que les deux, Phil et Dr. Dre, voulaient pas faire de G-Funk sur ça. Mais je veux même aller plus loin avec toi. Dre a voulu signer Rakim. Il l'a signé même, c'est jamais sorti. Ça n'a pas marché. Ah. Je veux dire. On attend tout le temps de G-Funk. Le problème, si on fait une parenthèse sur Dre, Dre, le seul problème de Dre que je lui reproche, c'est que c'est un mec qui endort les talents. Lady of Rage. Ouais. T'as Lady of Rage. Ouais. Lady of Rage. T'as un mec qui s'appelle Sam Snead. Magnifique, super beatmaker en plus. Tu vois, t'as des mecs comme ça, potentiellement forts. Fais un album. N'attends pas que les Lady of Rage puissent aller à New York faire un album avec Primo. Sans faire l'avocat de Dr. Dre, il avait un associé impossible aussi. Et si c'est pas sorti, c'est à cause de son associé, Suge Knight. Et on parle de Sam Snead, là je suis en train de dévier, là, mais tu sais qu'on parle de Death Row, hein. Mais Sam Snead, le pote, il a été roué de coups par l'équipe de Suge Knight, tout ça. En plus, il y a la maladie. Voilà, mais ils l'ont frappé, il est rentré en Pennsylvanie, tout ça. Tu vois, je pense que Dre voulait vraiment que ces gens-là sortent. Mais Suge Knight, c'est pas possible. C'est pas possible. Mais il aurait pu le faire après, mais c'est pas grave. Ouais, bah après Eminem, tout ça, tu connais, hein. Tu vois, mais oui, moi j'aime, en fin de compte, si on revient, j'aime les MC qui soient de Los Angeles. Bien sûr. Du SAF, et que ça soit même Paris. À Paris, j'aime les mecs qui savent kicker et qui kick. Et pour moi, le lien entre tous ces différents mouvements du rap que toi t'as pu représenter, c'est ça, en fait. Je sens une passion, je sens que t'aimes vraiment ce que tu joues à chaque moment de ta carrière, parce que les mecs que tu joues rappent vraiment et kickent vraiment. Le truc, Driver, c'est que moi, si tu me bookes une soirée, et c'est pour ça que je joue moins en moins, c'est que je veux pas me faire chier derrière les platines. Je veux être quelqu'un qui a le moment où la personne viendra entendre un son, bien, c'est qui ? La base du DJ... Là, tu rentres dans un grand débat. Je sais, mais c'est important. Mais la base du DJ, c'est que, comme moi je l'ai connu, c'est que quand moi j'écoutais Dynasty, alors bien sûr, moi j'étais obsédé par ce qui passait, donc j'essayais de noter, il n'y avait pas Shazam. Ouais. Donc tu es obligé de te rapprocher du DJ. Ouais. De regarder le macaron. Ah merde, il a caché le macaron. Ah, le bâtard. Il veut pas partager. Il veut pas partager du tout. Mais bon, tu vois, et à chaque fois, tu es obligé d'aller le voir. Tu peux me donner le nom du disque que tu as passé il y a un moment, après tel truc. Et en fin de compte, être DJ, c'est amener les gens dans son monde et les faire voyager pour leur faire découvrir quelque chose. Ouais. Aujourd'hui, moi, les DJ ne me font pas voyager, à part quelques-uns. Oui, il y a toujours des exceptions. Il y a toujours des exceptions. Toi, même en français, il y a toujours des exceptions. Bien sûr. Mais moi, ce que je veux d'un DJ, c'est que quand des gens viennent dans une soirée, qu'ils arrivent dans un univers qu'ils connaissent pas. Aujourd'hui, les gens, ils viennent avec un téléphone, puis disent, tu peux jouer ça. C'est horrible, ça. Mec, achète un iPod, mets-le chez toi, puis comme ça, reste chez toi. Mais voilà, moi, c'est pour ça que je dis, là, on rentre dans un grand débat, c'est, est-ce que tu es DJ pour faire danser les gens? Et donc, dans certaines soirées, dans beaucoup de soirées, il y a des gens qui viennent pour danser sur des chansons qu'ils connaissent. Donc, t'as juste à faire la bonne sélection de ces chansons qu'ils connaissent et tout le monde va danser. Ou alors, t'es ce DJ qui veut faire découvrir des morceaux aux gens. Tu as répondu juste avant que t'étais de la deuxième catégorie, mais j'ai fait danser les gens. Et au contraire, c'est ça qui me fait plaisir, c'est de les faire danser, de les faire crier sur des choses qu'ils connaissent. Mais en même temps, si tu peux les faire danser sur un truc qu'ils connaissent pas, et que tu peux les faire crier sur un truc qu'ils connaissent pas, et de découvrir, parce que le but, je sais pas, c'est quand tu vas dans une soirée ou dans un truc, t'aimes bien qu'il y ait un truc qui dise, oh mais c'est quoi ce truc-là ? Ouais. Mais qui t'interpelle, toi. Tout le monde n'est pas comme ça aujourd'hui. Non, mais ça je sais. Mais c'est ce qui fait peut-être ma particularité, c'est que aujourd'hui, moi, si je fais une soirée, les gens, maintenant, je suis tellement estampillé hip-hop, c'est là que je voulais en venir. Que les gens, ils se disent, ah, mais Fab, il sait pas jouer autre chose que du rap complètement dark, inconnu. Mais, ok, si vous voulez. Moi, je sais ce que je peux jouer, je sais ce que j'ai en magazine au fond de moi-même, et je sais comment je dois jouer. Maintenant, faire danser les gens, maintenant, pour moi, c'est une utopie. Parce que tu fais danser les gens parce que tu es dans un club et parce que le mec du club vient de te dire « Attends, là,
les meufs, elles dansent pas là. Ouais. Moi, je veux pas jouer pour ça. Il y a des patrons avec des lasers, ils t'envoient un petit laser sur toi. Ça veut dire Moi, ça m'est jamais change arrivé. de morceau. Moi, il y a bagarre. Ok. Tu vois ce que je veux dire? Un mec qui vient pas derrière, mais tu peux mettre autre chose là parce que ça va pas là. C'est pas possible. Je veux pas jouer pour ça. C'est pas une question, j'ai pas signé pour ça, mais être DJ, c'est une passion. Une passion, c'est en même temps la donner au service des gens, mais en même temps, t'es pas leur esclave. Si t'essayes de leur amener quelque chose. Bien sûr. En même temps, pendant que tu joues leur titre préféré, qui peut être I'm a five on it. Moi, j'aime bien quand ils crient, ça chante et tout. Mais si derrière, je peux me passer un petit truc, vous connaissez pas, écoutez ça, c'est de la bombe, ça va en devenir. C'est le but du DJ. Après, je pense qu'il y a 2 types de soirées hip-hop. Et je pense que toi, public averti. Ça veut dire que si on voit DJ Fab, on sait où on va et on sait qu'on va entendre des morceaux qu'on connaît et des morceaux qu'on connaît pas. Je sais que tu parlais de JR et Wing, il avait ça aussi. Il avait cette particularité-là quand il faisait des soirées, c'est que on savait qu'on allait entendre de la bonne musique, des morceaux qu'on connaît et des morceaux qu'on connaît pas. Et il y a ces autres soirées, entre guillemets, un peu plus mainstream où les gens, ils viennent que pour entendre ce qu'ils connaissent. Et ils peuvent venir tous les week-ends écouter la même chose, les mêmes chansons tous les week-ends, chanter au même moment chaque week-end et tout ça. Et j'anime énormément de soirées comme ça en tant que MC. Oui, je sais. Et ça peut être trop redondant et fatigant. Mais après, comme je te dis... Mais j'ai vu des DJ tenter, hein. Ouais, mais je sais que c'est dur. Flop, tu reviens à la formule de base et c'est très compliqué. Mais c'est un choix. Moi, j'ai fait un choix aujourd'hui, enfin, depuis un bon petit moment, de pouvoir me dire, si aujourd'hui, je viens jouer dans le truc et que tu vois mon nom sur l'intérieur, tu sais à quoi t'attendre. C'est ça que je dis. Public averti, les gens te connaissent, les gens savent. Tu peux ne pas aimer mon style, tu peux ne pas aimer ma musique, il n'y a pas de problème, je te force pas. C'est comme la radio. Tu n'aimes pas mon émission, tu changes. Il y a autre chose. Il y a autre chose. Je force personne. Simplement, moi, j'ai juste une idéologie du DJ, c'est en même temps de faire participer et de les faire danser, comme tu dis, mais en même temps, leur faire découvrir des choses. Parce que c'est moi, quand je vais, je sors plus, mais le peu de fois où je pouvais aller dans les soirées, j'entendais 150 fois. Il y a une période qui m'a lassé, moi, à Paris, t'as connu cette période où les DJ venaient avec ce qu'on appelait des Aviates. C'était une sorte de disque medley, où il y avait tout. Toi, tu venais avec tes baccadistes, je me souviens. C'était horrible. Je venais avec mes baccadistes, je sortais le Mobb Deep, je le jouais, tac. Je faisais machin, je remettais un autre truc, tac, je le jouais. Les gens ne calculaient pas. Le petit DJ venait avec 4 disques, un petit truc comme ça. Il mettait la V8. Ça jouait pendant 20 minutes, tous les hits en 30 secondes. Et les gens, ils sautaient en l'air. Avec Fat Man Scoop dessus, en train de crier. C'était infernal. Tu sais que là, j'ai une nausée totale du DJing. J'ai dit, non, c'est pas possible, c'est pas possible. Ça m'horripilait. J'étais prêt à casser des gueules, toi. C'était horrible. Et heureusement que ça s'est arrêté, ça. Parce que je trouve que aujourd'hui, un DJ, c'est une préparation. Moi, je sais, quand je pars dans une soirée, c'est une préparation dans ma tête. Je m'imagine. Tu t'imagines déjà. S'imaginer, c'est trop, même des fois, parce que ça se passe jamais comme tu t'imagines dans ta tête. Mais tu essaies de te rapprocher. Tu vois ce que je veux dire? Clair. Et après, c'est à toi de pouvoir naviguer, regarder ton public et te dire, tiens, je peux passer ça, je peux passer ça. Si maintenant tu as envie de passer un truc où tout le monde crie, il n'y a pas de problème. Mais en même temps, après, c'est à toi d'être avec intelligence, de les mettre sur un autre truc. Il y en a certains qui arrivent. Il y en a plein qui arrivent. Mais il y en a d'autres qui sont sur un train. C'est dur. Il y en a d'autres qui sont sur un train. Il y en a qui veulent pas plus prendre le risque. Non, mais c'est normal. Ils gagnent leur billet et tout ça. Et moi, c'est la définition de ce que je veux être en tant que DJ. Ok, ouais. Si je dois finir. T'as fait un choix. Mon choix, il a été fait depuis longtemps. Voilà. Moi, si je dois finir, c'est comme des DJ Jazzy Jeff ou DJ Scratch ou ainsi de suite. Même s'ils savent mettre des disques mainstream, en même temps, attention, quand ils veulent balancer un truc, ils le balancent, quoi. C'est ça. Non, un jour, j'étais dans une soirée au Bus Palladium où tu mixais. Tu as joué un morceau d'Outkast qui s'appelle Atliens. Oh mon Dieu, j'adore ce morceau. Mais personne ne le joue à Paris. Personne. Alors que dans le sud des États-Unis, c'est un hymne. Je me sentais dans le sud des États-Unis ce jour-là. Tu as ramené le sud des États-Unis au Bus Palladium du côté de Place Clichy. Tu sais que c'est marrant parce que je joue à New York dans une soirée et je suis invité par une pote qui a un truc à New York à l'époque et je me mets à jouer des trucs funk, Cherelle, tout ça. Et en fin de compte, il y a les mecs à New York qui me disent, ça danse, ça commence à danser sur des trucs qui sont à eux. Et ils viennent me voir et me disent, yo, where you from? you play that shit? Et le mec me dit, mais on joue pas ça ici, c'est pas possible. Mais comment tu joues notre culture? Tu joues notre truc? Mais c'est pas possible. Et tu vois, je me dis, pourtant, je suis bercé à ça, je joue
des choses qu'ils devraient entendre, mais même chez eux, ils n'entendent pas ça. C'est ça que j'allais dire. Tu te rends compte que même aux États-Unis, ils sont formatés. Bah, bien sûr pour te donner ce que tu connais déjà et tout. Moi, il y a, je sais plus, 3-4 ans, avant le Covid, je me retrouve au Wonderlust à Paris. Il y a Jazzy Jeff qui vient jouer. Il était avec Ramfest. J'ai pas été ce jour-là. C'était magnifique. Le show était magnifique. Le public, tout le monde était content. Je vais à New York un mois après et je me retrouve dans une soirée où Jazzy Jeff joue. Il a fait le même set. Ah oui. Flop. À New York. Ouais. Et c'est là que tu comprends que ils sont peut-être même plus formatés que nous. Ben, ils le sont, bien sûr. Tu vois ce que je veux dire? Ils voulaient que des trucs qu'ils connaissent et tout ça, machin. Ou alors, comme toi, ce que tu fais, ce que tu représentes, il faut que Jazzy Jeff aille jouer dans un club public averti et machin. Et là, il tue le truc. Moi, j'étais choqué. J'ai vu le même set à Paris et à New York. Il a fonctionné à Paris et pas à New York. C'est fou. Mais après, ici en Europe, il y a une grosse base aussi de fanatisme. On est très fanatique de tous ces DJ américains qui viennent. Et il y a eu beaucoup d'abus aussi. Il y a beaucoup d'Américains des DJ américains qui sont venus et qui branlent rien sur scène et qui pensent nous mettre la carotte. Puis troc. Et voilà. Mais c'est dommage parce que je suis un grand fan de sa musique. Je suis un grand fan de sa musique. Mais ouais, non, mais là, il m'énerve, là. Là, c'est pas possible. C'est pas bien. Je suis un grand fan de sa musique. Il vient ici, il s'en fout. C'est horrible. Parce que les gens pensent que quand ils viennent en Europe, ils viennent prendre un bifton. Ouais, mais le truc, tu te souviens, il y a très longtemps, et toi, tu le connais. Au Rex, un grand moment. Je crois que c'est en 88-89. Au Rex, viennent Run DMC, Beastie Boy, je sais plus ce que c'est. Et en fin de compte, les mecs, on est dans une période où où nous on est dans du dur du hip-hop. Hein. Ouais. Et je me souviens, Muck, qui travaillait à Ticaret, j'étais avec Lady V et j'étais juste devant, donc je vois Run DMC, Beastie Boy devant moi. Et à un moment, je sais pas, ça part en couille. Les mecs disent, motherfucker, le mec de Beastie Boys. Ouais. Et ça crache. Et je crache aussi. Ah, t'es dedans. Parce que tu sais que cette scène, elle est dans la série Le Monde de demain des NTM, il y a cette scène. C'est moi qui monte sur scène à la base. Donc parce qu'en fin de compte, ils me font monter sur scène. Moi, je crois qu'ils je suis big up, je monte sur scène et tout. En fin de compte, ils voulaient me taper. C'est ça. Parce que ils pensaient que j'avais craché. Mais en même temps, j'avais craché aussi. J'avais craché aussi. C'est drôle, toi. Et après, je suis putain, ils veulent me taper. Je descends de scène. Et après, en fin de compte, on défonce leur car. Oh, ouais, on a tagué leur car. On a cassé les vitres devant le Grand Rex. Ok. Et maintenant, depuis ce temps-là, les gens se sont dit, quand tu venais à Paris pour jouer, là, blaguez pas. Attention. Redman, quand ils sont venus avec... J'étais là. C'est parti en vrille, Bataclan. Non, pas Bataclan, c'était... pas la boule noire, mais attends, juste à côté, c'est quoi? Pas Divan du Monde. La Cigale? C'est la Cigale, Non, c'était au Bataclan. C'était au Bataclan, t'es sûr? Redman est venu avec Das FX. Ouais, et c'est Das FX lorsqu'ils l'ont sorti de scène. Et dehors, après le concert, dans la petite rue, c'est parti en vrille. Tout le monde voulait sauter sur Redman et il y a une personne importante, je ne citerai pas son nom ici, je ne veux pas de problème, qui a sauvé Redman, un Français. Très connu aux États-Unis, à New York, voilà, qui a sauvé Redman. J'ai fait un gros big up. Voilà, big up à lui aussi. Mais c'était au Bataclan, je me rappelle. J'étais là fort. Tu vois, il y a un moment où on a imposé, nous en France, ça suffit maintenant. Ça suffit. Tu peux faire ça en Suisse. Tu peux faire ça en Suède. Où tu veux. Mais chez nous, c'est fini. Et le mot, il était passé, hein. Mais bien sûr qu'il était passé, le mot. J'avais vu une interview de Snoop sur MTV qui disait, en France, ils sont spéciaux. Même quand ils t'aiment, ils jettent des trucs. Damon Dash, il s'est fait taper ici. Oui, à Strasbourg-Saint-Denis, mais Étienne Marseille, Strasbourg-Saint-Denis, Tu voulais faire un I'm from Brooklyn. Bim, bam, boum. En même temps, il avait une caméra, il filmait des prostituées. Les macros sont sortis, il n'était pas d'accord. Et jusqu'à maintenant, il a une tache sur le crâne, là. Ça vient de Paris. Voilà, c'est ça. Souvenir. Ouais. Souvenir. À un moment, Paris, c'était très sauvage. Mais bien sûr, c'était très sauvage. Mais parce que les Américains se sont trop foutus de notre gueule. Mais bien sûr. Il y a eu un moment, c'était trop de trop, tu vois, je veux dire. Et donc, moi, à un moment, tu vois, cette scène-là, elle me plaisait plus, et il fallait vraiment qu'on aille chercher cette scène qui a vraiment envie de venir, peut-être pour moins d'argent, mais qui, quand ils sont sur scène, ils rappent pendant 3 heures. Sean Price, qui repose en paix, quand il venait dans vos shows,
Mais le mec, il sautait partout. Non, On mais était dans le public. Sean Price, il était sur scène, tout ça. Même Jedi, là, quand je l'ai fait venir, il était en fauteuil roulant, il a rappé, frère. Tu vois? Il a rappé. Tu vois, je veux dire, c'est que il y a un moment où il y a une scène qui est trop, ouais, on prend de l'argent, on est cool. Ouais. Et une autre scène qui est là parce qu'ils doivent vivre avec ce truc et ils sont obligés. Le plus bel exemple de tous les rappeurs que je peux te donner, parce que bon, c'est un ami de longue date, c'est Masta Ace. Ouais. Masta Ace, tu le vois sur scène. Le show, tu peux ne pas aimer. Ouais. C'est limpide, c'est carré, c'est droit, c'est bien. Il est courtois, il est gentil. Il reste 2-3 heures. Putain, il vient signer des trucs avec toi. Faut pas oublier que tout ça, tout ce truc de hip-hop, c'est aussi de l'entertainment. L'entertainment en anglais, c'est un événement, c'est un show. Alors bien sûr, aux États-Unis, les mecs, quand tu vois plein de concerts, on dit il y a un tel, mais les mecs ils font même pas 30 minutes. C'est vrai que quand ils viennent ici et qu'on leur demande de faire 1h20, il y en a qui ont pas l'habitude. Ils paniquent. Tu vois ce que je veux dire? Donc ça change tout, tu vois. Et mais les mecs indés, ils ont pas peur. Tous les mecs indés que j'ai ramenés, Fab, on peut continuer. Encore 10 minutes, tu vois. Mais tu vois, ça voulait rapper, même sur des instrus, des DJ derrière qui envoyaient des sons. Qu'est-ce que je te dis? Bien sûr que j'ai aimé cette scène-là, parce que je me suis dit, c'est moi, ça se fout pas de moi, tu vois, je veux dire, et ça se fout pas de la tête, même peu importe le public qu'il y avait, ça se foutait pas du public. Et c'est ça l'identité du hip-hop, de ce que je veux d'un MC qui rappe. Je veux ça. Je veux pas voir des feux d'artifice et des meufs qui se baladent dans tous les sens. Je veux avoir un mec qui kick. Bon, les meufs, moi, ça va. Oui, je peux. S'il y a que des meufs, moi ça me dérange pas. Fatigue, moi ça me dérange pas. Mais non, mais je suis d'accord avec toi. Je vois très bien ce que tu veux dire. C'est juste ça. C'est rappeler. L'essence. KRS-One, quand il venait à l'Élysée-Montmartre, il blaguait pas avec les gens. C'était magnifique. La dernière fois que j'ai vu KRS-One à l'Élysée-Montmartre, il était avec le Chief Rock Abuzibi déjà. Déjà, il le ramène. Il est pas obligé. Non. Il le ramène. Mais tu te souviens, il blaguait pas. Déjà, il reste longtemps. Il rappe pour de vrai. Ouais, mais voilà, tu vois, il y a tout un truc. C'est là, tu vois un truc quand tu sors, tu dis ça va quoi. Tu vois, Mais des fois, j'étais dans des trucs, dans un concert, j'ai fait c'est fini. Ouais, non, j'avoue, il y a des gens qui nous ont blagué. C'est comment? Heureusement que j'avais des places gratuites. Ouais, c'est mieux. Les derniers concerts que j'ai vus de Wu-Tang, à Bercy, il n'y avait pas méthode, il n'y avait pas machin. Il manque toujours plein de mecs dans le groupe. Tu vois, j'étais là, je dis c'est dur quand même, tu vois. Tu vois, en plus, méthode, c'est la clé. S'il est pas là... C'est dur. Tu vois, je veux dire. Donc, au moins, asseyons-nous sur un truc, des mecs qui rappent, qui ont envie, quoi. Tu vois, je veux dire, que des mecs qui ont envie de rapper, qui viennent sur scène et qui mouillent le maillot. Moi, je veux ça, c'est juste ça. Et je suis prêt à mettre 80 balles. Quand je vais voir Stevie Wonder, il rappe pas, mais il donne pour mes 80 balles, tu vois, je veux dire. Shadé, quand tu vas la voir, même si tu mets 150 euros, elle mouille le maillot. Tu vas voir un show, tu vas voir un beau truc, tu fais non, mais ça chante, tu vois, je veux dire. Les rappeurs, des fois, c'est vacances, hein. Ouais, malheureusement. Rappeur américain. Oui, bien sûr. Attention en France. Non, mais après, c'est autre chose. Non, mais en tout cas, moi, je sais que les rappeurs à qui je marche, ils mouillent le maillot. Le maillot. La caution, on mouille le maillot. Oui. Toutefois, on était sur scène, peu importe le nombre de personnes, on mouille le maillot. Et c'est toi, et ça fait partie d'une idéologie, d'un truc, de se dire, de faire partager ton envie que les gens qui sont en face de toi se sentent bien quand ils ressortent. Tu vois, je veux dire. Et moi, pareil, dans une soirée, je veux que les gens se sentent bien. Putain, Fab, mais même bien, il a passé ça, oh là là. Et c'est ça le truc. Non, c'est important. Et tu vois, il y a eu, comme je t'ai dit, t'es complexe, tu passes d'un truc à l'autre suivant ta période, mais des fois, tu reviens quand même. Et ça fait plaisir. Quand tu fais ce plateau, il y a Ice Cube ou Dog Pound, tout ça, Too Short. Déjà, ça, j'étais comme un enfant. Déjà, vite fait, on va remettre les pendulaires. Le plateau a été fait. Alors, effectivement, Hip Hop Resistance en fait partie, mais c'est surtout MC5. Gros big up à Mickaël, qui fait Check the Rhyme et qui ramène. Et là, c'est dingue parce que ce plateau, il a toute son importance parce que quand je monte sur scène et que je présente, Hour est mort ce jour-là. Ouais, je me rappelle. Tu vois, et quand je le dis, je le dis, je suis pas convaincu encore, toi, mais je le dis, mais personne calcule parce que les gens, ils sont tous là à voir un truc, mais ça calcule pas, tu vois. Mais c'est un plateau qui est dur pour moi, tu vois, je veux dire, parce que il devait faire. Alors, le truc, c'est que il part au festival
à Lyon. Et il devait être jury, c'était moi qui devais partir. Et je devais revenir le lendemain pour présenter le Check the Rhyme. Avec lui. Donc, et en fin de compte, je peux pas parce que j'ai une date où je pars d'abord avec la caution, je reviens sur Paris pour après être au Check the Rhyme. Et lui, alors, donc il me remplace, il va là-bas et entre-temps, il décède. Donc, je prends encore mon courage à deux mains et j'essaye de monter sur scène sur le Check the Rhyme. Et j'essaye de donner ça sur le show. Mais c'est une date qui est complexe. Et big up à, bien sûr, à Michael, MC5, qui a fait beaucoup de choses aussi avec nous. Ouais. Il nous a beaucoup aidé aussi dans les collaborations à pouvoir monter des plateaux et je peux que le remercier, il le sait très bien, il n'a pas besoin. Le plateau, il y avait Alcoholics, Paris, tout ça. Là. C'était vous tout seul ou vous étiez Non, c'était c'était la coprod, ça aussi. Ok. Ça aussi, j'ai passé un très grand moment. Dès que tu me ramènes des Californiens, je suis content. Et Alcoholics, honnêtement, je suis persuadé que je les aurais jamais vus. C'est pas des mecs qui viennent souvent faire des concerts. En plus, tu les vois quand ils sont encore Alcoholics. Ouais. Ils sont pas Leaks. Leaks, ouais. Parce que Leaks, après, ils brillent. Ouais. Ils sont encore Alcoholics, tu vois. Et c'était bien. Ouais. C'était un bon moment. Merci. Voilà, merci. Ouais. Aujourd'hui, DJ Fab, c'est quoi? Aujourd'hui, c'est simple. Ouais. J'achète plus de disques si j'achète que de la soul. Ok. Moins. Et puis, je me concentre sur l'émission de radio que je fais toujours tout seul, qui est le dimanche soir, 22h minuit sur Génération, qui s'appelle toujours Underground Explorer. Et j'essaie tant bien que mal de faire encore des soirées à mon image d'une certaine manière. Et voilà. Puis, où est le hip-hop, j'y vais, mais il faut que ce soit dans une bonne vision. Donc, ce qui est bien, c'est que j'arrive à choisir où je veux aller et j'ai plus besoin de me sentir emprisonné dans un truc. Tu vois, je veux dire, obligé de dire, il faut passer ça absolument. Et puis, comme je joue pas dans des clubs, donc ça règle tout de suite le problème. Je joue plus dans des salles. Et les gens viennent, ou pour écouter du son ou pas, mais en tout cas, je joue ce que j'ai envie. Donc, j'ai cette liberté. T'as pas le laser sur toi, comme ça, du patron. Non, j'ai pas le laser. Au loin, non, c'est bagarre. Après, il y a des gens qui le supportent, mais moi, je veux pas. C'est un choix. On approche de la fin de cet entretien. J'espère que ça t'a plu. Moi, très bien. Moi, je me suis régalé. On a parlé de plein de choses dont je pense que on reparlera peut-être plus jamais ici. donc, ça me fait plaisir. Là, il y a une émission exclusive qui est là. Bah, comme Cut. Exactement. T'as eu Dan, de Ticarette? Ouais. C'était très, très cool aussi. T'as eu Joey? Ouais, c'était incroyable. Ouais. T'as eu qui d'autre? Ah non, tout le monde, hein. Solo. Solo, ouais. Big up sur Solo. Stomy, Passy, tout ça, ouais. On a eu énormément de monde. Neg Marron, Ragasonic séparément, tout ça. On a du beau monde. Et j'oublie plein de gens, ne m'en voulez pas. Oxmo Puccino, Busta Flex. Énormément de monde. On ne laisse jamais partir nos invités sans un cadeau. On me demande pas de rapper, je sais pas. Non, on t'offre un cadeau. On te demande pas de nous offrir. Offre-moi un cadeau. Donc, je vais t'offrir ce cadeau qui est bien emballé. Et le but, c'est que tu l'ouvres en expliquant au micro ce que c'est pour que les auditeurs comprennent. Je bois mon verre de whisky. Le voici. On fait rarement des cadeaux. Je m'en fais tout seul. Moi, c'est pareil. Donc, on profite. Oh. Bravo. L'album de Jamal Shabazz. Merci, mon driver, je l'avais pas. Super. Si ça te plaît, je suis content. Ah non, mais bravo, t'as fait fort. Voilà, de la part de toute l'équipe. C'est bien, ça résume bien. Ce qu'il faut comprendre, c'est que toute cette culture, ce livre-là le résume bien, c'est l'innocence en même temps. Ouais. En même temps, les quatre formes de l'élément qui nous ont véhiculé, aussi bien le graphe que le DJing, le MCing et la danse. Et en même temps, le knowledge, la connaissance, le savoir, qui est très important et qu'il ne faut pas oublier parce que l'histoire va s'écrire. Et c'est bien tes émissions parce que tu installes une écriture. Et aujourd'hui, on est dans le devoir de mémoire. C'est important. Vraiment important. Il y a beaucoup de gens qui sont partis. Tu vois, et le devoir de mémoire il est important pour nous. Et ce que tu fais avec tes podcasts, tout ça, c'est la clé et c'est ça qui va rester.
En tout cas, bravo, Driver. Je t'ai toujours félicité, donc je te dis merci à toi. En tout cas, merci pour ce cadeau. Tu vas me le signer. De rien. C'est pas moi qui ai fait le livre. Non, mais c'est toi qui me l'as offert. Ok, il y a pas de problème. Mais en tout cas, merci de m'avoir invité pour cette discussion. Il y a pas de problème. Merci à toi d'être venu ici et on te souhaite plein de belles choses. On va essayer. Ok, à plus. À plus. Featuring est un podcast original Angle, présenté par Driver, produit et réalisé par François Cusset, ingénieur du son Thomas Gabriel, générique original Ovich Beats. Abonnez-vous au podcast Featuring sur votre plateforme d'écoute favorite pour ne manquer aucun épisode.